Après, je pense beaucoup, je sais pourquoi je fais beaucoup ça dans l'humour. Parce que je trouve que l'humour, c'est un moyen de faire passer des messages parfois très, très durs, tu Ouais. vois. On peut quand même changer certaines choses à partir du moment où on prend conscience de la racine du problème et qu'on s'en libère. Et un jour, j'étais dans le mal, mais vraiment, hein. J'étais chez moi. Tu sais, je procrastinais, j'avais plus envie de rien faire. Et je me suis dit, oh, est-ce que c'est ce qu'on appelle une dépression Ouais. ou pas? Je connaissais pas, moi, ce que Ouais. c'était. C'était juste, je me levais, j'avais plus envie de rien faire. Je me levais, je me posais devant ma télé toute la journée, tu sais, pendant peut-être une semaine, j'étais comme ça. Hello Fred, comment tu vas ? Ben, ça va, et toi? Très bien. Je suis très heureuse que tu sois là. J'avais vraiment envie d'offrir un moment authentique, un moment intime avec toi, avec la personne que tu es, au-delà de l'artiste, mais aussi l'artiste, l'homme, le frère, l'ami. Je trouve que c'est hyper important aujourd'hui de savoir un petit peu à qui on a affaire quand on vient te voir sur scène, quand on vient te voir en spectacle, quand on te découvre sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on ne voit pas tout de ce que tu es. Et j'avais envie d'offrir un moment comme ça à tes auditeurs, à tes spectateurs, à toutes les personnes qui suivent un petit peu tes aventures et qui aimeraient découvrir un petit peu les backstage de ta vie d'artiste. Est-ce que tu es prêt pour ce moment ? Allez, je suis prêt, hein, c'est parti. Ok, cool. Écoute, moi j'aimerais vraiment qu'on aborde plusieurs angles de toi, de l'être que tu es, parce que je pense en fait que quand on est artiste, quand on a face à nous des artistes, que ce soit des chanteurs, des comédiens, des humoristes, peu importe, des scénaristes ou autres, des artistes, des gens créatifs, on pense souvent que ce sont des gens peut-être un peu torturés dans la vie, peut-être malheureux, et que finalement l'humour, c'est un peu le masque, la carapace qui leur permet vraiment de vivre et de dépendre plein de choses. C'est pas forcément le cas. Des fois, c'est juste une facette de ce personnage. Et je pense que toi, en l'occurrence, Frédéric Bucollet, comédien, scénariste, producteur et plein d'autres choses, on va le voir après, bah, on te voit souvent, tu me dis si je me trompe, mais on te voit Ouais. souvent comme le mec drôle qui fait rire, qui est un petit peu foufou, qui a plein de personnalités un petit peu loufoques et qui a juste envie de les montrer à tout le monde pour que les gens se reconnaissent. En fait, voilà, on ne voit que comme ça. Et moi, je pense que tu es bien plus que ça. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce masque de comédien et comment les gens te perçoivent de manière générale ? Bah, je pense déjà, de manière générale, les gens me perçoivent comme un clown, hein, j'ai l'impression, tu vois. Parce que c'est très rare qu'on me prenne tout de suite au sérieux. Chose que je peux comprendre, hein, parce que sur les réseaux, je montre que ma facette un peu comédie, etc., clownesque. Et, je rejoins ce que tu disais au début, sur le fait que souvent les comédiens, les humoristes, tout ça, sont des gens torturés. Après, pas tous, hein, je dois Ouais. bien préciser aussi. Mais en tout cas, dans mon cas, j'ai l'impression que c'est un peu ça, si tu veux. Il y a des moments où je suis chez moi et je me demande pourquoi j'aime tant rire. En tout cas, quand j'arrête de rire, je me sens pas très bien, tu vois. J'ai besoin d'entendre des rires, j'ai besoin de donner du rire aux gens, j'ai besoin de penser à autre chose que ce que... Ah, j'ai envie de dire mon mal-être, mais tu sais, ça fait très le gars qui va se... Attention, hein ? Ouais, non. Non, non, je sais que par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mon histoire, il y a souvent des choses qui reviennent dans ma tête, tu vois. Je sais que j'ai pas mal de traumas aussi, tu vois. Et c'est important de parfois faire, de prendre du recul et vraiment s'analyser soi-même, tu vois, pour essayer de comprendre d'où viennent nos mal-être, etc. Et je sais que dans ma tête, il y a pas mal de petits trucs qui clochent un peu, tu vois. Et au début, j'essaie de l'éviter un peu parce que on m'a toujours dit que tu sais, c'est ce qu'on dit tous quand on est petit. En tout cas, on me dit qu'un homme, ça pleure pas. Un homme, ça doit faire Asie, avance, etc., etc. Et parfois, tu te retrouves face à des difficultés, tu réfléchis d'une certaine façon, tu te dis, mais pourquoi j'ai réfléchi comme ça? Pourquoi j'ai mal quand on appuie ça, là-dessus? Et tu te dis, non, t'inquiète pas, avance, c'est rien. Avance, ben non. À un moment donné, il faut te poser, te dire, attends, et là, il y a un problème, là, tu vois. Et qu'est-ce que c'est? C'est quoi réellement cette chose-là, tu vois? Et parfois, je regarde juste un peu mon parcours, je vois toutes les vidéos que j'ai écrites, les vidéos que j'ai tournées, etc. Il y a souvent le même sujet qui revient. Et souvent, quand je suis seul chez moi, je réfléchis, il y a toujours le même truc, les mêmes pensées. Il y avait même des moments où je dors, je rêve et je me réveille en pleurant, tu vois. Et je me dis, ben, un jour, il faudrait que je consulte, hein, ou que j'essaye de réparer ça. Et en même temps, c'est paradoxal parce que c'est ce qui m'aide à faire mon travail, à créer, etc., tu vois. On dit souvent que les artistes arrivent à créer quand ils sont dans le mal, tu vois. Que ce soit des chanteurs, que ce soit des écrivains, que ce soit des comédiens. J'ai l'impression qu'on est plus productif quand on se retrouve dans des situations où on n'est pas très à l'aise, tu vois. En tout cas, quand on sent quelque chose une tâche sur le cœur, tu vois, là, on a envie de tout extérioriser.
En tout cas, d'un côté, ça me fait pas mal de peine, mais de l'autre côté, ça me rend très créatif. Donc, c'est très paradoxal comme connerie, tu vois. Mais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que tu disais tout à l'heure, quand j'étais petit, on nous disait que les hommes ne pouvaient pas pleurer. Ouais. Et c'est vrai que j'ai même envie de dire qu'aujourd'hui, on pense encore ça. Moi, je vois beaucoup dans ma vie perso et pro d'hommes qui me disent je suis un homme, je peux pas, tu vois, je peux pas assumer ça devant les gens, je peux pas pleurer, enfin c'est pas possible, je suis un homme, je suis l'homme de la famille. Ouais. Donc et de plus en plus, tu vois, je vois par exemple des personnes comme Fari ou Kalash qui récemment se sont confiés dans des interviews en parlant un petit peu de santé mentale et de dépression. Il y en a de plus en plus qui osent avouer que finalement, ils ont aussi des moments compliqués, des moments où les larmes elles sortent parce que c'est compliqué suite à un deuil, problème de santé, une séparation, des problèmes judiciaires, etc. On peut tous ressentir ça, qu'on soit un homme ou une femme. Et pour rebondir sur ce que tu disais, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que finalement, on peut créer, donc toi en l'occurrence, donc écrire, imaginer des scénarios, imaginer des personnages, imaginer un événement où tu vas promouvoir ça, imaginer plein de choses, en fait, parce que je pense que toi, c'est beaucoup l'imaginaire qui rentre en compte dans ton métier. Mais moi, j'ai envie de dire que finalement, c'est pas les larmes qui nous permettent de créer, c'est juste les émotions, qu'elles soient belles ou moins belles. En fait, ça peut être un rire, ça peut être une rencontre, ça peut être de l'amour, tout comme ça peut être aussi un deuil, ça peut être une tristesse. Je pense, moi, c'est juste une question d'émotion. Est-ce que toi, tu as le souvenir peut-être de certaines émotions que tu as rencontrées dans certaines situations de ta vie, qu'elles soient trucs de couple, trucs de famille, trucs de santé, je sais pas. Quelles ont été les émotions qui t'ont permis de nourrir ta créativité? Alors, les émotions qui m'ont permis de nourrir ma créativité, je me rappelle la première fois, mon père a pleuré devant moi. Et pour moi, c'était quelque chose de dingue, tu vois. Moi, mon père, c'est... Pour dire, mon père, il a son caractère. En vrai, c'est Vegeta dans Dragon Ball. Pour ceux qui connaissent un peu Dragon Ball. C'est pour ça la coque de téléphone Ouais, je suis un fan. C'est vrai que je suis un fan de Vegeta. Je sais pas, En plus, quand je regarde cet anime, à chaque fois que je vois Vegeta, je pense à mon père, tu vois. Pourquoi il avait pleuré cette fois-là? Parce qu'il était venu me voir en Belgique. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu. Et il s'était rendu compte que ma vie n'était pas aussi rose que ça, tu vois. Et que je pense que ça n'était voulu. Beaucoup. Et c'était la première fois qu'il me disait c'était trop bizarre. Là, je commence à être émotif, c'est pas bien ça. Ah. Je crois que je suis aussi à l'aise comme ça parce qu'on se connaît, donc je peux te confier pas mal de choses. Et en fait, Fred, c'est ta thérapie là. T'inquiète pas, tu peux tout nous dire. Tu vas pas lâche-toi. m'avoir, bordel. Ce soir, tu vas créer un bête de spectacle, t'auras tout lâché. Je te jure. Non, en fait, il est venu me voir, etc. Parce que tu sais, lui, il faisait beaucoup d'allers-retours, il travaillait énormément, donc je restais chez un oncle, etc. Et ça se passait très mal. Donc, quand il est revenu, il a vu un peu comment ça se passait, parce que tu vois, lui pensait que tout allait bien, etc. Et parce que mon oncle le mitonnait. Et quand je lui ai dit pas mal de choses, je lui ai tout avoué, etc. Il faisait toujours son bonhomme. Il était là, ok, non, ça va aller, tout ça. Mais quand on est arrivé à l'aéroport et qu'il devait partir, il a pris sa valise. Il me dit, allez, à bientôt. Et je le vois partir. Et à un moment, il s'arrête. Comme une scène de film, je te jure. Il s'arrête. Et puis, il se retourne et il commence à venir fort vers moi comme ça, tu sais, rapidement et tout. Et il me prend dans ses bras et tout. Il me dit, il me regarde et tout. Je vois, il a les yeux rouges. Et il me dit, pardon. Wow. J'ai dit, wow, c'est mon père qui me dit pardon. Et ouais, pour qu'un père dise pardon à son fils, surtout chez les Congolais, là, chez les Noirs, je te jure, ça veut vraiment dire qu'il y a eu un truc, quoi. Il m'a dit, pardon, je suis désolé, je savais pas que ça allait se passer comme ça, tu vois. Okay. Et il me dit, mais sois fort, hein, t'es fort, toi. Et je dis, ouais. Il me dit, t'inquiète, ça va aller, tout ça. Il me dit, t'inquiète pas, ça va aller, ok, tout va bien, et bientôt tu reviens, tu vas voir tes frères et sœurs et tout, ça va aller. Et il est parti. Et depuis ce jour-là, je m'étais promis que j'allais... être fort. Ouais, que j'allais être fort, j'allais faire bien mon travail et tout. Parce que mon père, c'est un charbonneur, tu vois. Il a toujours travaillé, il a beaucoup travaillé. Après, il a ses défauts. Mais à chaque fois que j'ai des difficultés, je me dis, hey, pense à ton père et tout, et tu dois bosser, tu vois. Il a réussi à faire des grandes choses alors qu'il était dans un village au bled, là. Toi, t'es ici, t'es en Europe, t'es machin, donc t'as pas le droit de laisser tomber maintenant, tu vois. Donc, fonce, fais. Est-ce que, donc, là, on parle de ton papa, mais je vais parler plus généralement de tes parents. Est-ce qu'ils t'ont inculqué ce truc de se dire, fais les choses, mais fais-les bien. Même si c'est pas forcément nous ce qu'on voudrait, si tu choisis ce truc-là, fais-le, mais fais-le bien. Est-ce que c'est un peu ça qui t'a drivé? Ouais, ça, c'était plus ma mère. Ça venait plus de ma mère, ça.
Parce que par exemple, quand j'ai dit à mon père que je voulais être comédien, tout ça, il n'était pas d'accord du tout. Hein. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes, gars? T'es un mec intelligent, toi. Et tu peux faire de longues études. Deviens avocat, médecin ou pilote. Qu'est-ce que tu me racontes, comédien? Est-ce que tu vois beaucoup de gens qui te ressemblent dedans? Va pas faire ça, tu vois. Et même mon oncle aussi, chez qui je vivais du coup en France, parce que tout à l'heure, enfin, il faut pas. Quand je dis que je vivais chez mon oncle, ça se passait mal, c'était en Belgique. Ok. Là, du coup, je suis venu en France, et un autre oncle qui lui avait un autre mindset, il m'a poussé, il m'a dit non, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas apprendre, etc. Tu vois. Et même cet oncle-là m'avait dit, mais non, fais pas ça, regarde, ici, tu es en France, est-ce que tu vois, après, c'était il y a 15 ans, hein, en plus, il m'a dit, mais est-ce que tu vois des gens qui te ressemblent dedans, tout ça, tout ça. Mais quand je l'ai dit à ma mère, elle était plus. Tu sais, c'est une mère, quoi. Elle a rigolé, elle m'a dit, ah, mais je savais que tu allais un peu finir dedans. Parce que Elle savait que tu avais ça en toi, ouais. Ouais, là, tu as toujours été un comique, tout ça. Donc, moi, depuis que j'étais tout petit, même quand j'étais au bled, j'imitais Louis de Funès, j'imitais des personnages, etc. Je mettais ce robe et tout, je me déguisais. Elle rigolait. Tu prenais les chaussures, les vêtements de ta maman, il me semble. Bien sûr. C'est ça, non? Ouais. Je t'avais raconté ça, je crois. Ouais, je mettais ses talons, tout ça. Parfois, je mettais son vernis. Après, j'étais là, je l'imitais. Elle rigolait avec ma grand-mère. Ma grand-mère me disait, vas-y, danse, fais ton petit bonhomme qui danse, qui tape ses mains partout, là. Elle parlait de Michael Jackson. Ok. Je faisais un Michael Jackson avec la robe de ma mère, c'est n'importe quoi. Et non, elle m'a dit, vas-y, fais moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois heureux. Donc, fais ce qui te plaît et surtout, fais-le bien. C'est vrai qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, fais-le bien. Okay. Donc, quand je suis arrivé dans l'école de cinéma, j'étais boosté comme jamais. Je me disais pas, vas-y, mon papa et maman sont là pour payer les études ou je suis tranquille. Non. Je venais là parce que je vais cramer la scène, tu vois. Donc, je mettais tout ce que j'avais, je me donnais vraiment à fond. Parce que je me disais, écoute, tu es venu là, tu as décidé de faire ce métier, on t'a donné l'occasion, enfin, tu as obligé tes parents à l'accepter. Donc, à toi d'assurer maintenant, tu vois. Donc, peu importe le temps que ça va prendre, peu importe les moyens que tu vas devoir mettre, donne-toi. Tu vois, parce qu'apparemment, c'est quelque chose que tu aimes faire, c'est quelque chose qui te réussit et c'est quelque chose une chose dans laquelle tu te sens bien, tu vois. Donc, et depuis, je lâche pas. Et quand j'ai un peu des petits coups de blues, je l'appelle et tout. Elle me dit, non, t'inquiète, ça va aller, machin. Tu sais, dans la vie, elle me donne aussi ses conseils comme elle peut, tu vois. T'es proche de tes parents aujourd'hui, même si géographiquement, ils sont pas forcément à côté, proches. Ouais. Est-ce que dans le lien, en tout cas, du sang, t'es proche d'eux? Mon père, moi, du coup. Parce que voilà, il s'est passé des choses dans notre famille qui font que je me suis un peu éloigné de lui. On s'est un peu éloigné parce que voilà, tu sais, moi, j'ai grandi ici. Lui, il a sa mentalité du gars de là-bas. Moi, tu vois. Et ça aussi, c'était quelque chose qui m'avait fait beaucoup mal parce que ça soit déjà physiquement, on est très éloigné. Géographiquement, on est éloigné. Et après, c'était devenu mentalement aussi, on est éloigné parce que je ne grandis pas avec la même mentalité que la mentalité d'un Congolais qui habite là-bas, tu vois. Bien même sûr. Mes petits frères et sœurs, tu vois, on se comprend toujours, on s'aime beaucoup, mais... Tes frères qui sont au bled encore, c'est ça? Ouais. Ok. Ouais. Et je sens qu'il y a... Pourtant, c'est des gens très intelligents, hein, mais c'est juste qu'on n'a pas grandi de la même façon. Bien sûr. Donc, du coup, il y a cet écart aussi entre nos façons de voir les choses et de réfléchir. Mais oui, je suis toujours très, très proche d'eux, sauf, enfin, à part mon père, du coup, on n'est plus trop en contact. Mais ma mère, oui. Même si je mets beaucoup de temps pour aller la voir, de temps en temps, là, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vue, tu vois. À un moment là, je dois retourner la voir bientôt, avec tous les autres, quoi. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, aujourd'hui, ils sont installés en Afrique du Sud, c'est ça? Ils ne sont plus au Congo. Ouais. Toi, tu donnes des vraies infos. S'ils se font attraper là-bas, je dis... Non, c'est vaste, c'est grand. Bon, entre-temps, ils sont partis à Haïti, ils sont passés par la Guadeloupe, ils sont passés par Bali, ils sont plus là-bas. Masque. Ouais, non, est-ce que tu aimes ce pays, du coup, et comment ça se passe, cette nouvelle vie là-bas, quand tu y vas avec ta famille? Franchement, ils sont bien. Hein. Ils sont bien, ils sont dans des beaux quartiers. Ma mère, elle travaille. Mes petits frères aussi, ils font leurs affaires. Ils sont là. Et quand je vais les voir, c'est toujours un kiff. Hein. C'est un kiff incroyable. De se retrouver. Parce qu'en fait, dans ma famille, on est tous bêtes, tu vois. Bêtes dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on est tous des comiques. Tu vois, on a tous un petit côté artistique. Par exemple, moi, déjà, on dessine tous dans la famille. Donc, il y a des moments où je vais aller dans la chambre de l'un, il est en train de dessiner, il fait son truc. Je fais, il me montre un peu, ouais, peut-être tu devrais faire ça, ajouter ça. T'en as un, il va faire de la musique dans sa chambre et tout. Il fait un petit truc, il me l'envoie. Ça, je peux coller ça dans une de mes séries, on ne sait jamais. Yes. Tu sais, il y a ma petite sœur, pareil, elle dessine elle voulait être, styliste et tout, donc elle fait des robes, des trucs, des croquis, des trucs comme ça. Donc,
Non, j'aime beaucoup. Franchement, c'est plus good vibes que dans ma famille, il n'y a pas. Là, tu Franchement, passes je des bons kiffe. moments quand tu vas là-bas. Ouais. Que ce soit même avec mes cousins ici, parce que j'ai des cousins ici. Toute ma famille, je suis tellement content d'être dans cette famille parce qu'il n'y en a pas un qui est en tôle, il n'y en a pas un qui fait des trucs bizarres. Ouais. C'est toujours good vibes, on a tous la main sur le cœur, tu vois. Et quand tu viens, on est très généreux, t'es comme chez toi. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Et ma mère, c'est une personne qui a vraiment la main sur le cœur et elle est généreuse avec tout le monde. Donc quand je suis chez moi, je suis tellement bien, je te jure. Je suis tellement bien. Et ça me saoule de ne pas passer plus de temps avec eux, tu vois, ou de ne pas les accueillir ici. Et moi, j'en vis vraiment beaucoup mes amis parfois, tu vois. Quand je les vois, ils me disent « Ah, je suis avec mon père là, je suis avec mon frère là, on est parti là. » On va faire tel déjeuner en famille, on va faire telle sortie, etc. Et toi, c'est vrai que tu peux pas forcément... Moi, quand je vais là-bas, je vois leur vie, tu vois. Ils peuvent me présenter leurs potes, leurs amis proches et tout ça. Et moi, je peux pas le faire parce qu'ils sont pas encore venus là. Et j'aurais kiffé, ne serait-ce qu'un jour, je joue un spectacle, tu vois. Ils sont dans la salle et qu'ils se lèvent et qu'ils m'applaudissent, ça serait un kiff de fou, tu vois. Ça va peut-être arriver, hein. Ouais, mais moi, je pense qu'il y a des choses en Afrique qui t'attendent, vraiment. Ouais, mais je kifferais faire des projets là-bas, tu vois. En tout cas, c'est en cours. Je suis en train de prévoir des trucs là-bas, tu vois. Et ça serait vraiment un kiff de voir mes petits frères se dire « Ah, c'est mon grand frère », tu vois. En plus, ils ont tous la même tête que toi, donc on verrait plein de petits Frédéric Bicolé. Ah, des photocopies, je te jure. Et parfois, même ta maman, je crois. Hein. Ouais, je ressemble beaucoup à ma mère. Et c'est ça qui est fou, parce que parfois, même moi, ça me fait plaisir que eux qui me fassent rire, souvent l'inverse. Parfois, je vais avec des vidéos que j'ai captées, etc. Ils me suivent beaucoup, ils me suivent tous sur les réseaux, tu vois. Mais quand je vais là-bas et que j'avais mis mon premier spectacle, là, ma mère à la télé, elle était pliée de rire, elle rigolait, elle me dit ah, parce que comme je parle de ma vie, elle me dit mais je me rappelle de cette histoire, tu t'en souviens, ouais, mais t'étais encore tout petit, comment tu fais pour t'en souvenir et tout. Je dis maman, j'ai tellement gardé mes souvenirs de gamin, j'ai pas voulu les lâcher, tu vois, parce que c'était les seuls souvenirs de mon quartier, de mon pays, de ma terre où je suis né, tu vois. Donc je les ai bien conservés. Et parfois, je te raconte des choses, elle me dit, mais t'avais 4 ans, comment tu peux te rappeler de ça, tu vois. Et en tout cas, quand je demande mes spectacles, ils regardent mes sketchs, elle est morte de rire, tout ça, tu vois. Et pareil, parfois, c'est eux qui font des sketchs et moi, je suis là, je les regarde, je rigole, tu vois. Non, je les kiffe. Franchement, je vous adore, les gars. Franchement, c'est beau, hein. Ouais, je les kiffe. Je voudrais vraiment qu'on parle aussi d'une chose, c'est même si on y reviendra plus tard, c'est tes spectacles. Ouais. On a cette sensation, quand on ne te connaît pas en tout cas, hein, quand on a un public lambda, quand on vient te voir, c'est juste pour rire et que tu as vraiment créé ces spectacles pour faire rire les gens. Mais je pense que la plupart des personnes qui viennent te voir ne se doutent pas que finalement, c'est un peu du storytelling. Tes spectacles, ça fait partie de ta vie. C'est des petits extraits de ta vie. Là, tu nous parles justement, et c'est un bon exemple. Ta maman, quand elle vient te voir, elle reconnaît des anecdotes, elle se rappelle et elle peut authentifier carrément les moments. Comment tu écris tes spectacles ? Est-ce que toi, ça te fait du bien finalement de choisir des petits bouts de vie comme ça que tu remets en relief dans un spectacle parce que y a cette déconnexion géographique avec ta famille et ça te permet peut-être de les vivre, de réanimer ces souvenirs-là ? Qu'est-ce qui te donne envie d'écrire ces bouts de spectacle et pourquoi tu les écris comme ça finalement ? Pourquoi ils sont si vrais ? Tu viens de dire un truc que j'avais pas pensé, mais c'est peut-être ça. Hein. C'est peut-être parce que j'ai envie de revivre ces ces souvenirs. C'était une thérapie, Fred, faut le croire. T'es forte, hein. Oh, souvent, on se parle en tant qu'amis, on est là, mais là, non, j'aime beaucoup. Et c'est bien que ce soit toi qui me poses ces questions, parce que je suis très à l'aise avec toi, et non, merci pour ça, franchement. Et là, tu viens de me poser une vraie question, c'est peut-être que ces souvenirs, j'ai tellement envie de les revivre que, du coup, j'en parle dans mon spectacle, non, c'est vrai. Et c'est surtout aussi parce que j'ai envie de montrer ce côté de... Mon spectacle parle beaucoup de résilience aussi, tu vois. Je me dis, OK, dans tout ce que j'ai vécu, ça serait bien d'en parler sur scène pour que certaines personnes qui sont en train de vivre ces moments-là, comme moi dans le passé, puissent avoir le courage de continuer et peut-être avoir peut-être des conseils ou des exemples de comment se sortir de là. Parce que si aujourd'hui, moi qui étais venu et qui ne savait pas bien parler le français, qui avait du mal à parler en public. Parce que du coup, moi, même avant d'arriver, j'étais un garçon j'avais beaucoup d'énergie, tu vois, je pouvais parler à tout le monde, etc. J'avais honte de rien, tu vois. Mais c'est parce qu'on s'était tellement foutu de ma gueule qu'on m'avait... est-ce que je parlais pas bien français, tu vois. C'est quand t'es arrivé en Belgique, c'est ça ? Ouais. Du coup ? Quand je suis arrivé en Belgique, c'était très compliqué parce que, d'une, je découvre un nouveau monde, tu vois, il faut que je m'adapte à plein de choses. On te dit de parler français très vite. À l'école, tu rencontres... tu vois, t'as plein de petits blancs, des rebeux, des machins. Moi, je connaissais pas tout ça, tu vois. Et en plus de ça, on te fait comprendre que t'as une couleur maintenant. Ouais. T'es noir. Alors qu'avant, t'étais normal, voilà. entre guillemets. Pour moi, je comprenais pas. Pour te dire, avant, quand les gamins, ils faisaient chier, ils étaient là à l'école,
Tu vois, bamboula, sale noir. Moi, je comprenais pas au début. Parce que je me disais, mais déjà, sale, je suis pas sale. Je suis congolais, merde, charisme, tu vois. Mon père, moi, il m'a toujours bien habillé. Je suis propre sur moi et tout ça. Et bamboula, je savais pas ce que ça signifiait. Tu vois. Et donc, au début, quand il disait ça, moi, je croyais que c'était juste un jeu. Donc, je jouais avec eux. Et bamboula, ils me disaient, ah, ok, je rigolais. Mais je comprenais pas trop leur langue. Je me disais, ok, c'est peut-être un nouveau truc. Et c'est un jour, en jouant avec mon petit cousin, on joue à la bagarre. J'étais là, et tout, ah, papa. Et puis, je lui dis quoi? Bamboula, prends ça, sale noir. Et ma tante, elle a fait, hé. Qui t'a appris ça, toi? Et je lui dis, mais c'est à l'école, mais ça s'appelle comme ça. Elle fait, mais quoi? Et après, elle m'a expliqué, en fait, ce que c'était. Et ce que c'était que ça, le bamboula, machin. Et c'est là que j'ai découvert le racisme, ce que c'était le racisme, tu vois. Le lendemain, je suis retourné à l'école et tout, je les voyais différemment, les gamins. Ils étaient là, je commençais à être énervé, je commençais à être un peu frustré, je me renfermais moi-même. Et c'est comme ça que c'est venu ce côté un peu où je n'osais plus trop me montrer, je n'osais plus trop parler, tu vois. Parfois, j'ai plein de choses, même là qu'on parle, là, j'ai plein de choses qui me viennent en tête, mais parfois, je me dis, doucement, parce que j'ai encore ce trauma-là qui est là de... Soit tu ne sais pas trop t'exprimer, ou tu ne sais pas comment exprimer ce que tu as dans la tête, donc va au plus simple et avec peu de mots, tu vois. C'est pour ça que souvent dans mes écrits, mes écrits sont plus réfléchis et vont plus loin, tu vois, parce que j'ai le temps de poser mes mots, de tout mettre en ordre, tu vois. Alors que j'ai encore un peu de difficulté à m'exprimer vraiment à 100%, tu vois. Et ça vient de ça aussi, je pense. Donc... ta question, c'était quoi déjà? Parce que je suis parti très loin. Je sais plus. Non, mais le plus important, c'est ce que tu viens de dire. Et est-ce que tu dirais, toi, que... parce que là, tu dis quelque chose qui est hyper important aussi. Moi, j'ai vraiment cette sensation que l'art permet d'exprimer plein de choses qu'on ne pourrait pas exprimer avec des mots. Et moi, je pense qu'il y a pas mal de choses que tu fais en écriture, en dessin même, hein. Les gens savent pas forcément, mais tu dessines super bien. Chez toi, il y a des petites esquisses comme ça. Il y a pas mal de choses que tu fais en tant qu'artiste, en tant que scénariste, en tant que créatif, en tout cas, qui te permettent d'exprimer certaines choses parce que, contrairement à ce que tu dis, tu sais t'exprimer, tu sais écouter les autres, tu sais conseiller, mais ces vérités-là, finalement, tu les laisses visibles dans tes spectacles. Est-ce que toi, l'art que tu explores te permet de mieux t'exprimer et d'exprimer ce que tu n'aurais peut-être jamais osé dire dans une conférence comme ça à voix haute? Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où... Après, je pense beaucoup... Je sais pourquoi je fais beaucoup ça dans l'humour. Parce que je trouve que l'humour, c'est un moyen de faire passer des messages parfois très, très durs, tu vois. Et c'est pour ça que souvent dans mes sketchs, je vais te faire un sketch, ça va être très... comique, grimace, tout ça, mais derrière, tu vas toujours avoir un petit message, tu vois, un petit truc moralisateur un peu. Et il y en a plein qui m'ont déjà dit, mais pourquoi tu fais pas juste un truc simple? Tu te prends trop la tête. Si toi, tu sortais des vidéos tous les jours, tu ferais beaucoup plus de buzz. Mais j'arrive pas à faire ça. Tu vois, j'ai une sensibilité qui fait que dès que je pose mon crayon ou dès que je pose mes doigts sur mon clavier, j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie de raconter un personnage qui évolue, j'ai envie de je sais pas, j'arrive pas à faire autrement, tu vois. Et tu as raison, je pense que sur scène, j'essaie de véhiculer autant de messages que je peux, tu vois. Même sans forcément, à la base, au début, je me disais pas, je vais écrire ça pour faire passer le message. Tu vois, c'était assez naturel. Et c'est quand je regarde mes anciens sketchs, je regarde des vidéos que je faisais avant, même des sujets que j'ai parfois envie de parler, je me dis, ah ouais, mais en fait, j'ai ce côté-là, j'ai un côté très altruiste, en fait, qui fait que j'ai toujours envie de véhiculer des messages derrière mes contenus. Donc ouais, je pense que je me sers beaucoup de mon travail pour évacuer un peu, tout ça et en faire profiter un maximum de monde finalement. Est-ce que ces messages que tu as envie les messages dont on parle là, que tu laisses dans ton art, est-ce que ce sont des messages qui toi-même ont été des leçons dans ta vie, de l'apprentissage peut-être dans ta vie, de certaines situations que tu as rencontrées, encore une fois, que ce soit dans le perso, dans la famille, dans un couple, dans l'amitié? Est-ce que parfois il y a des situations qui ont été blessantes, où tu t'es senti trahi, où tu t'es senti brisé, où tu t'es senti en joie, plein d'amour, et que finalement tu en as tiré une leçon et tu as envie de faire partager ces leçons-là aux spectateurs qui viennent te voir? Ouais. Ben d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où ta fille a joué. Oui, il y a joué, et très bonne comédienne d'ailleurs. Et ouais, parce qu'une fois, j'étais tombé sur une vidéo sur Internet où une petite fille pleurait devant son père. Enfin, son père l'a coiffée. Et il lui a dit, elle lui disait, ouais, je suis moche.
Je vais pas aller à l'école, je suis moche avec mes cheveux comme ça. Et son père, il a retourné comme ça. Il a dit, écoute, t'es très belle, t'es pas moche, t'as des beaux cheveux, etc. Tu vois, et je me suis dit, mais t'imagines. Et du coup, ça m'a rappelé un peu moi quand j'étais petit. Et qu'on me disait, et toi, nanana. Et tu vois, je m'étais dit une fois, putain, je suis si mauvais que ça. Enfin, j'aurais kiffé. Tu sais, je m'étais même dit, putain, j'ai l'impression que les petits enfants blancs, ils ont pas de problème. J'aurais kiffé. Donc, on m'apprenait à me détester moi, tu vois. Alors que quand j'étais gamin au bled, il n'y avait pas de problème. Moi, je me sentais très bien. Et j'arrive dans un monde où on me dit, non, toi, t'es catégorie inférieure. Je dis, mais vous êtes des fous, tu vois. Et quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a grave touché. Je te jure, j'avais les yeux humides devant la vidéo, tu vois. Dis, tu as pleuré? Et je me suis dit... Les yeux humides, là, c'est pour faire genre, c'est t'as pleuré. Non, pas jusque-là. Par contre, quand j'ai écrit le scénario pour ta fille, pour qu'elle puisse jouer avec moi, là, j'avais eu une petite larme, tu vois, un peu. Et je vais même te dire un truc. Moi, je pense même que tu étais au bord de la larme quand tu as joué et que tu as dit papa. Je crois que tu as dit... Non, je crois que c'est quand elle dit papa, que tu te retournes. Et je crois que c'est quelque chose qui t'a beaucoup ému. Parce que tu étais vraiment dans le personnage, vraiment comme si c'était plus un jeu, quoi. Ouais. Et même quand je regarde cette vidéo, à chaque fois que j'ai ce truc-là, cette phrase qui arrive, elle me dit je t'aime, papa, boum, il y a un truc qui fait que. Bon, moi, ça m'a un peu perturbé, je t'avoue, parce que c'était pas. Non, je rigole. Non, mais c'était incroyable cette vidéo. Non, tu sais, et je me suis dit, mais t'imagines le nombre de petites filles qui doivent vivre ça, tu vois. Déjà parce qu'on nous apprend à pas aimer nos cheveux, tu vois. Et t'arrives, l'exemple des poupées Barbie à l'époque, c'était des petites Barbie blondes, tu vois, du cheveux lisses, tout ça. Donc, je me suis dit, vas-y, écris un truc sur ça pour aider toutes les petites filles qui sont dans cette situation-là. Tu vois. Et il y avait plein de mamans qui m'avaient écrit, qui m'avaient envoyé des messages sur Instagram. Merci beaucoup. Il y a quand même j'ai reçu des messages des mères qui pleuraient. Merci beaucoup. Je dis souvent ça à ma fille et tout. Je veux lui montrer ta vidéo, ça va l'aider, etc. Il y a parfois des sujets comme ça qui me touchent directement et je suis obligé d'en parler. Je vais juste rebondir sur ça aussi parce que du coup, j'étais la maman de cette petite fille qui a joué et on en a parlé rapidement une fois ensemble, toi et moi, mais je vais le redire ici parce que ça me semble important. Moi, tu sais, ma fille à l'époque, je te l'avais pas dit quand elle a tourné, mais à l'époque, donc elle avait des locks. Moi, j'étais hyper fière des cheveux de ma fille, des locks naturels, assez longues et pour moi, elle était juste trop belle. Bon, forcément, je suis pas objective, mais et à cette époque-là, je crois qu'elle était en CE1, CE2, si je me trompe pas, donc elle avait 7 ans, un truc comme ça. Ouais. Et elle a 12 ans aujourd'hui. Et en fait, je ne savais pas, à l'époque du tournage, qu'elle vivait du harcèlement à l'école. Et elle avait donc une maîtresse qui, tout le temps, enfin assez régulièrement, lui disait d'enlever sa toile d'araignée de la tête, qu'il fallait qu'elle demande à sa mère d'enlever cette merde sur la tête. Mais non. Elle se faisait appeler chimpanzé, singe, etc. Elle vivait des trucs assez hard à l'école et je savais pas. À l'époque du tournage, je ne le savais pas. Et je voyais ma fille se renfermer de plus en plus et petit à petit me dire « Maman, ce serait bien qu'on coupe mes locks, ce serait bien que je mette une perruque, ce serait bien que j'ai les cheveux qui tombent vers le bas. » Et en fait, moi, je comprenais pas. Je disais « Mais non, ma chérie, t'es trop belle avec tes locks, qu'est-ce que tu racontes ?» Et je passais à autre chose. Jusqu'à un moment, je voyais en fait ma fille se séparer de certaines copines, ne plus vouloir aller à l'école un petit peu à reculons, la boule au ventre. Et j'ai compris qu'en fait, le problème, c'était juste ses cheveux et les remarques qu'elle vivait. Et le temps passe. Il y avait ce mal-être à l'école et moi, j'arrivais pas à le cerner. Bon, j'ai fait 17 rendez-vous avec la directrice, donc il y a eu pas mal de rendez-vous de fait, mais j'ai jamais imaginé que c'était à cause de ses cheveux parce que pour moi, c'était improbable qu'en 2020, 2021, on vive encore ça. Oui. Et là, elle est en 5e, mais il faut savoir que quand elle était en CM2, donc il y a 2 ans, elle a vu une psy. Voilà, elle a fait 2 séances avec une psy parce qu'elle a ressenti le besoin de parler à quelqu'un. Donc moi, sur le coup, ça me vexe parce que je me dis, putain, mince, je suis sa maman, elle veut pas me parler. Et finalement, ces 2 séances de psy ont été incroyables parce que j'ai compris, et donc après, elle m'en a parlé d'elle-même. Elle avait besoin de se confier, je pense, à quelqu'un de neutre, qui va pas forcément porter de jugement. Et en fait, le problème, c'était ses cheveux. En fait, elle s'est confiée à cette psy en disant, pendant 2 ans, on s'est moqué de moi à l'école, je me supportais plus, je me trouvais moche, j'avais plus confiance en moi, je voulais plus voir aucune personne. Elle s'est complètement renfermée jusqu'à ce tournage. Et en fait, ce tournage, le fait d'apprendre le texte, le fait de le jouer avec toi, le fait d'entendre d'autres comédiens dire « Ah, c'est bien que t'aies fait ça, etc. » Le fait de voir le dessin. Je vous invite vraiment à voir cette vidéo, mais en fait, il faut que tu saches que ça lui a fait du bien et ça a contribué à lui redonner confiance en elle et à se dire qu'en fait, ses cheveux, c'est OK. C'est complètement OK, sa couleur de peau et qu'elle a le droit, elle aussi, d'être une reine. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup émue à l'époque. Je le dis là parce que je pense que toutes les pièces de théâtre que tu fais, tous les spectacles que tu fais, tous les dessins que tu fais, toutes les discussions que tu peux avoir avec des gens, ça peut avoir cet effet-là, en fait, sur nos enfants,
sur les femmes, sur les hommes qui peuvent avoir une difficulté, qui finalement ont un message comme ça à travers l'art, à travers l'humour, et ils se disent « Ah mais ouais, en fait ». Donc merci. En tant que maman, je te dis merci aujourd'hui parce que tu as pu un peu libérer ma fille de ça. En tout cas, grâce à cette vidéo. Mais ça fait plaisir. Tu vois, ça m'émeut parce que je me mets à sa place. Tu vois, encore une fois, ça me reporte encore à ce que j'ai vécu. Et vu que tu me dis ça, donc je me suis pas trompé. De ouf. Tu vois, et c'est fou, bordel. Ouais. Non, je suis content qu'elle soit sortie de ça, en tout cas. Et aujourd'hui, elle a un bête bête d'afro. Elle va à l'école avec son afro. C'est bien. Et tu sais que même il y a 2 jours, pour te dire la vérité, je lui ai dit, t'es sûr, ça va pas te gêner, etc. Tu veux pas je les attache un peu puff là au-dessus? Elle me fait, mais maman, demain, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui veut toucher mes cheveux. Je lui dis non, je m'en fous. J'y vais avec mon afro, j'assume. Et en fait, le discours a tellement changé en 4 ans. Aujourd'hui, elle assume son afro. Elle est fière d'être noire. Et moi, pour moi, c'est une fierté de ouf, quoi. Félicitations. Donc, merci Frédéric Bucollet d'avoir contribué à cela. Félicitations à elle, en tout cas. Non, il y en a beaucoup, beaucoup qui souffrent de ça, tu vois. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure, il y avait des mères qui m'écrivaient et qui me disaient, ouais, merci, ma fille, je lui dis ça d'aimer ses cheveux, etc., mais elle a du mal, etc. Donc, du coup, je vais voir leur Instagram automatiquement. Et je vois qu'elle a des perruques souvent, tu vois, des cheveux. Je dis, mais c'est normal, tu vois, c'est son premier modèle à ta fille. Bien sûr. Tu vois, je trouve que c'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est contradictoire, ce truc-là, tu vois. Si tu es là, tu montres à ta fille que le cheveu qui est valorisé, c'est le cheveu européen, c'est le cheveu occidental, etc. Bah, le jour où toi, tu rentres le soir et que tu enlèves ton truc, machin, et que tu es là et que tu valorises pas tes propres cheveux, ben c'est sûr qu'elle va pas plus s'aimer que ça, tu vois. C'est clair. Et j'avais eu cet exemple-là avec des tantes à moi. Quand il y avait des mariages, etc., tout le monde avait des perruques ou des cheveux lisses. Tu vois, personne valorisait le côté afro. Maintenant, quand tu as des petits gars qui sont là au mariage, des petits-enfants qui regardent ça, maintenant, c'est tendance. Ouais, ils vont se diriger tous vers des femmes qui ont ces cheveux-là, tu vois. Après, quand ils grandissent, on va dire, ah, toi, tu regardes trop les femmes, t'aimes pas les femmes noires, t'aimes pas les machins, tu vois. Mais on leur montre que ça, tu vois. Après, évidemment, ça existe aussi des femmes qui assument leurs cheveux, tout ça, qui sont nappis, etc. Il y en a de plus en plus aujourd'hui, tu vois. Et il faut nous valoriser, il faut valoriser la femme noire, tu vois. Parce que souvent, quand j'ai dit cette discussion-là, que ce soit avec ma soeur au début aussi, après j'ai eu une longue discussion avec elle, parce que j'ai une petite soeur aussi, tu vois. Et elle avait quand j'étais petit, j'aimais trop toucher ses cheveux. J'adore les cheveux naturels des afro, tu vois, des cheveux noirs. Je lui peignais ses cheveux, je lui mettais de la crème et tout. Ma mère, elle me regardait bizarre. Il est bizarre. Il joue à la coiffure. Il est bizarre, ce garçon, tu vois. J'ai toujours aimé ça. Et quand je suis revenu 16 ans après, j'avais ma soeur, je voyais souvent avec perruque et tout. Et je disais, mais toi, t'as des beaux cheveux, parce qu'elle a vraiment des longs cheveux, tu vois. Et... Tu savais déjà que t'allais perdre les tiens, en fait, c'est ça? Peut-être, hein, je crois que c'était un signe. Je te jure, c'était peut-être un signe. Et je disais, mais toi, t'as des beaux cheveux, on avait une longue discussion, tu vois. Et après, j'ai réussi à lui faire comprendre que non, t'es très belle comme ça, c'est beau, les cheveux affreux, tu vois. Et du coup, alors, elle met plus de tout ce qui est perruque, machin, elle valorise ses cheveux, tu vois, elle fait sa petite coupe et tout. Et... Trop mignonne, ma petite sœur. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle en plus. Hey, une vraie petite sœur, quoi. Est-ce qu'elle a les mêmes fossettes, là, ici, là? Ouais, elle a 2 fossettes. Dans ma famille, on en a tous. Ouais. À part mon père, on le regarde, mais toi, t'es bizarre. Toi, non, donc, du coup, non, il faut valoriser la femme noire, tu vois. Et à chaque fois qu'on a j'ai cette discussion avec des cousines ou autres, souvent, elles vont me dire, ouais, mais tu vois, t'as des hommes noirs qui... Je dis, mais tu vois, c'est comme on dit... un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc, on entend plus les personnes qui vont dévaloriser des femmes noires et qui vont les dénigrer, etc. Donc, ça va faire du buzz. Donc, les gens ils vont être là, ah, mais il y en a. Alors qu'il y a plein d'hommes noirs qui valorisent les femmes noires. Tu vois, il y en a plein, tu vois. Donc, non, c'est important de bien se sentir. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ça, tu vois. C'était ma seule façon, parce que je ne pouvais pas juste avoir... Comme je sais que je fais pas mal de buzz sur Internet, qu'il y a beaucoup de monde qui me suit sur les réseaux. Ouais, tu fais attention aux messages. Ouais, je me suis dit qu'au lieu d'avoir toujours des conversations en privé avec la famille, etc., ben, si j'en fais une vidéo avec une belle histoire et en plus avec une enfant, parce que c'est souvent les enfants en fait qui n'ont pas, justement, parce qu'ils sont encore en train de grandir et que tout ce que tu vas leur dire peut tout de suite travailler, comment dire, peut tout de suite avoir un impact sur leur mindset plus tard, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, parlons aux enfants d'abord, parce que tu sais, quand un cerveau de 28-30 ans, tu peux plus le changer, hein, c'est dur. Tu vois, tous ceux qui disent, c'est comme tout ce qui est autour du racisme, etc. Tu peux plus changer un cerveau de 50 ans. Une personne qui a 50 ans, qui a vécu dans le racisme pendant 50 ans,
C'est compliqué. C'est des enfants, tu vois. Tu apprends des bonnes valeurs, des bonnes choses aux enfants, ils vont grandir. Les petits sont innocents. Tu sais, quand on est tous petits, on découvre le monde. On est tous Bien là. sûr. C'est par rapport à ce que tu vas nous mettre dans la tête qu'on va commencer à cataloguer les gens, qu'on va commencer à agir d'une certaine façon face à certaines personnes, tu vois. Ouais. Et je pense que si on apprend juste aux enfants de vivre ensemble et d'être à l'écoute d'autres personnes, tu vois, de ne pas, comment dire, enfin, tout ce qui est violence, etc., éviter. Après, enfin, t'as compris ce que je veux dire, quoi. Tout commence avec les enfants. Ouais. Parfois, je parle avec des adultes, hein, je me dis, ah ouais, toi, t'es fini, toi. Bon, après, moi, je pense quand même que je suis complètement d'accord avec toi. En fait, un enfant, c'est plus malléable. On peut encore changer sa personnalité. Il y a certaines choses qu'on peut changer, en tout cas, quand on est enfant. Moi, je pense quand même que quand on est adulte, alors on peut pas changer, on peut peut-être évoluer sur certaines choses. Oui. Mais je pense aussi que, par exemple, à nos âges, on va pas les donner, hein, ils sont très très jeunes, nos âges. À nos âges, on peut quand même changer certaines choses à partir du moment où on prend conscience de la racine du problème et qu'on s'en libère. Oui. C'est-à-dire que, je prends un exemple, imaginons quelqu'un de très 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 timide, qui communique pas, qui est beaucoup dans la fuite. Bah, moi, je suis convaincue que ça vient de quelque part. Peut-être que sa mère était comme ça parce qu'il s'est passé un truc un peu dramatique et qu'elle ose plus parler. Parce qu'on lui a tellement dit, tais-toi, mais non. Et comme sa mère est comme ça, bah, lui reproduit. Tant qu'en fait, on n'a pas compris l'origine, la source, la racine du truc, on va pas changer. Tout comme une femme, ça c'est très typique des femmes, je sais de quoi je parle, mais dans une famille où toutes les femmes de la famille ont connu beaucoup de violence, beaucoup de remarques, elles vont avoir un rapport compliqué aux hommes. Mais quand on comprend réellement ce qui s'est passé dans la famille, dans la lignée de femmes les grands-mères, les mères, quand on sait ce qui s'est passé réellement et qu'on en prend conscience et qu'on s'en libère, qu'on suit une thérapie, qu'on s'en libère, qu'on conscientise, ben on peut évoluer et attirer de nouvelles situations qui vont plus être ça. Donc moi, je pense quand même qu'il y a une perspective d'évolution et non pas de changement et qu'on peut être amené à devenir une autre personne bien plus proche de ce que l'on est réellement, sans tous ces trucs un peu qui viennent nous parasiter la vie et nous mettre toujours dans le même schéma. Donc, et peut-être que même l'art peut contribuer à réveiller ces petits trucs-là et donner envie d'explorer un peu son histoire, peut-être pour s'en sortir. Et ça peut être aussi un déclic d'aller voir quelque chose d'artistique, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses ? T'as raison. Non, t'as raison. Parce que c'est vrai que, ouais, après, ouais, comme tu as dit, c'est plus compliqué avec les adultes, certes, parce que voilà, ils ont un bagage émotionnel, ils ont vécu des choses, donc qu'avec un enfant, c'est vrai, mais c'est vrai que même en tant qu'adulte, il y a des choses qu'on peut changer. Par exemple, tu vois, quand je te disais que moi, quand j'avais, en fait, en Belgique, quand ça se passait mal, tu vois, c'était toujours le même discours, ouais, t'es con, t'y arriveras pas, t'es nul, t'es machin, nani, alors que j'étais juste un gamin perdu qui découvrait un nouveau monde, tu vois. Et quand je suis arrivé en France, mon oncle, chez ma tante et mon oncle chez qui j'étais ici, mon oncle, il était prof de sciences éco, tu vois. Donc lui, il était en maths, c'est une tête. Intellectuel. Le mec, tous les matins, il me disait, tu sais quoi, tu te lèves à 8 heures, parce que le matin, ton cerveau, il sera bien bouillant et tout. Je te laisse des exercices de maths. Ah ouais. Ouais, tu les fais. Moi, pendant que je vais courir, dès que je reviens, on les corrige ensemble. Wow. Il dit, les matins, la routine. Ouais, c'était pendant les vacances. Je suis arrivé, mes cousins, ils étaient partis en Angleterre en vacances, tu vois. Il n'y avait que lui et moi. Et au final, tu es devenu comédien. Il doit avoir le seum un peu, non? Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il est content. Okay. Il est content, ouais. Au début, il était un peu frileux sur ça, mais quand il a vu que ça va, je commençais à en vivre, etc. Je faisais des grosses campagnes de pub et tout ça. Il était quand même assez content. Aujourd'hui, quand il vient à mon spectacle, il voit que j'ai des passages où je parle de lui. Il est très content. C'est moi. Ouais, il est content, tu vois. Mais pour te dire, ouais, il sortait, il revenait, il corrigeait les exercices avec moi. Il me disait, en tout cas, le matin, ton cerveau, il est en ébullition. Tu te lèves, tu fais tes exos. Après, si tu veux aller dormir, tu dors. Mais le matin, tu te lèves, tu fais ça et on corrige. Et une fois, en fait, il est rentré. Et je te jure, pendant toute l'heure qu'il était parti courir, il y avait un exercice que je n'arrivais pas à faire. J'étais là, j'essayais de toutes mes forces. Céline, je te jure, j'ai essayé vraiment. Et j'arrivais pas. Il est venu, je tremblais, tu vois. Il vient, il me dit, ça va et tout. Je dis, ouais. Et j'avais peur qu'il m'engueule parce qu'en Belgique, c'est ce qui se passait. On prenait jamais le temps avec moi. On se pose, non, t'inquiète pas. Ouais. Machin, tu vois. Moi, du coup, je dis, oh, le daron, il est là, le tonton, il est là. J'étais là devant ma feuille. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe et tout. Je fais, non, j'ai juste un exercice. Il vient, il regarde la feuille, il me fait, ah, t'as encore rien fait. Il me dit, tu viens de te lever. Je dis, non, je suis là depuis tout à l'heure. Il dit, ah ouais. Il pose ses trucs, il s'assoit avec moi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et je lui explique, tu vois. Je dis, ouais, ça. Il dit, ouais, tu comprends pas ça et tout. Tu vois, il me montre et tout. Et j'essaye, j'arrive toujours pas. J'ai déposé mon stylo. Je l'ai regardé. Et je lui ai dit, je suis désolé, j'arrive pas. Ok.
Et je lui dis, pardon, tonton, je suis con. Ah. Putain, ça me rappelle un truc de ouf. Et putain. T'as envie de pleurer? Retiens-toi, imbécile. Oh, venez là. Il me Je dit rigole. quoi? Ouais, mais ça va tellement avec plein de choses que tu m'as racontées en plus. Tu sais, je le regarde et je lui dis, excuse-moi, je suis con, tu vois. Il me dit, mais non. Tu sais, il reprend le stylo, il me le met dans la main, il me dit, t'es pas con. On t'a juste pas appris. Ok, waouh. Tu vois, c'est une phrase simple, hein. Il m'a dit, t'es pas con, on t'a juste pas appris, c'est tout. Et tout s'apprend dans la vie. Tu me comprends? Donc, t'inquiète pas, on va prendre le temps, on va travailler et tu vas y arriver. OK? Tout s'apprend. Peu importe l'âge, peu importe d'où tu viens, peu importe. Et puis, mais il m'a dit quoi? Il m'a dit, tu peux pas t'en vouloir de pas faire quelque chose qu'on ne t'a jamais appris, en fait. Tu peux pas le savoir. Donc, oublie ça, tu n'es pas con. OK? J'ai dit, OK. On s'est posé là pendant 30, 40 minutes et j'ai fini par comprendre l'exercice, tu vois. Il m'a dit, tu vois, dans la vie, tout marche comme ça. Si tu as un truc que tu n'arrives pas à faire, et tu sais, il m'a dit, mais tous les artistes, les grands artistes, tous les grands mathématiciens, c'était que de l'exercice. Tous ceux qui ont créé des choses qu'on utilise aujourd'hui, tout ça, c'était à force de faire qu'ils sont arrivés, tu vois. Donc, t'inquiète pas. Et je te jure qu'après ça, je suis passé de 7 de moyenne à 14. Wow. Tellement je bossais, tu vois. Il me disait, tu reviens de l'école, tu revois tes exercices, etc. Et ma tante aussi derrière, elle me poussait. Et tu vois, et je pense que ma tante, elle ne m'en a jamais vraiment parlé. Mais elle sentait ma solitude, tu vois. Et souvent, elle me passait elle vient me voir, ça va. Tu vois, j'étais souvent dans ma chambre, elle vient me voir, ça va et tout. Tu veux qu'on aille se promener un peu, tu veux qu'on aille machin. Tout le temps, elle prenait. Jusqu'aujourd'hui, hein, elle m'appelle souvent. Mon fils, comment tu vas? C'est trop bien. Ça va, mon fils? T'as fait quoi aujourd'hui? Ça a été Comme si elle sentait un petit peu les moments où tu avais besoin d'entendre sa voix, peut-être. Ouais. Et bizarrement, à chaque fois que je pense à elle, j'ai un message dans la... C'est incroyable. Et souvent, peut-être qu'elle ne me croit pas. Elle me dit, oh, attends, tu m'appelles jamais, tu rigoles. Ah oui, il y a des moments, elle m'appelle. Tu vois, je vais me lever, je dis, il faut que j'appelle ma tante, tu vois. Et 1 heure après, elle m'appelle. Je dis, tu sais que je vais t'appeler? Elle fait, ouais, c'est ça, ouais. Je dis, mais je te jure que c'est vrai. Tu vois. Donc, de temps en temps, elle m'envoie un message, ça va, mon fils? J'espère que ta journée s'est bien passée. J'espère que le théâtre, ça a été... Passe à la maison, tu vois. Et je te jure, ça m'avait beaucoup, beaucoup aidé. Donc, c'est pour ça que sur mon affiche de spectacle, j'ai mis cette phrase en gros. On ne t'a pas appris, tu n'es pas bête, c'est juste qu'on ne t'a pas appris. Génial. Et ça a changé ma vie. Donc, dans tout ce que je fais aujourd'hui, quand j'ai plus honte de dire, il y a des choses, même en tant qu'adulte, il y a des mots en français que je ne connais pas la signification. C'est pas grave. Et même si on me juge, je m'en fous. C'est pas ma langue maternelle. Je viens, j'apprends toujours, on apprend toujours. Donc, je vais te dire son gène, non, je ne connais pas. Explique-moi, c'est quoi, tu vois. Et c'est pour ça que je juge rarement les gens qui connaissent pas certaines choses, parce qu'on n'a pas la même vie. Je ne sais pas d'où ils viennent. Tu vois, on s'en fout, on peut toujours apprendre. Donc, tu vas me dire, ouais, non, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je connais pas ça. C'est pas grave. De quoi tu as besoin? Tu as besoin de ça? Tu as besoin que je t'apprenne ça, machin? Je te l'apprends, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve dingue, en fait, qu'ici, on juge facilement ceux qui viennent d'ailleurs. Tu vois, par exemple, quand j'étais à l'école de cinéma, une fois, y a un mec qui vient à l'école comme ça, c'était le matin, il dit ouais, ce matin, il n'y avait que des noirs dans le bus. Il y avait que des noirs. Je dis, tu sais, il dit ça c'est l'un des seuls renois de la salle, de la classe. Et je dis, et alors? Ouais, mais ça fait bizarre et tout, ils sont là, c'était des blédards. Et tout le monde rigole. Je dis, mais vous êtes des fous. Tu sais pourquoi il y avait que des noirs? Parce qu'ils vont faire, ils travaillent, ils se lèvent très tôt. Et ceux que tu appelles des blédards, là, c'est des bibliothèques ambulants, ces gars-là. Tu vois? Et je leur ai dit, mais tu dis blédard, le mec, il vient de loin. Il est ici. Il connaît ton pays. Il connaît la France. Il connaît son bled. Il parle ta langue. Il parle sa langue. Il connaît l'Afrique. Pose-lui des questions. Parle avec ces gens-là. Tu vois? Et je leur ai dit, dites-moi, vous tous, là, qui veut me dire les capitaux de quelques pays africains? Le capitale du Congo, tu connais, toi? Capitale du Mali, tu connais, toi? Moi, je connais. Je connais là-bas, je connais ici. En fait, ces gens-là, apprenez des autres. Vous êtes bêtes de penser comme ça, tu vois. C'est bête de penser comme ça. Moi, parfois, je peux rencontrer un vieux monsieur, je vais me poser avec. Ah, vous allez bien, monsieur? La dernière fois, je suis sorti du théâtre, j'ai vu un sans-abri, tu vois. Ouais. Je passais devant lui, il me regarde. Ça va? Il me fait un grand sourire. Trop bien. Je lui dis, ça va et vous, monsieur? Tout ça. Il me dit, oui, ça va très bien. Et je partais comme par hasard, j'allais m'acheter un petit truc avant de monter sur scène, tu vois. Je lui dis, je pars là-bas au Franprix, vous voulez un truc?
Ah ouais, dites-moi. Il dit, ouais, ce que vous voulez. Ouais. Je dis, non, j'y vais, vous voulez quoi? Ouais, il m'a commandé des trucs. J'ai amené un gros sachet, je lui ai donné son truc, tu vois. Je me suis posé un peu avec lui. On a parlé un peu, tu vois. Et il m'a dit, oui, moi, quand j'étais jeune, j'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai appris des choses. Donc, du coup, tu vois, tout à l'heure, tu me disais qu'est-ce qui me nourrissait pour mes écrits et tout ça. Demain, je peux écrire un court-métrage sur un sans-abri. Mais de ouf, toutes les rencontres. Tu vois, j'ai toujours été comme ça. Tu vois, et j'apprends toujours des autres. Et je trouve ça bête que les gens ont des stéréotypes sur les gens. Ils se bloquent comme ça parce que, ouais, blédard, nanana. Tiens, à l'époque, j'habitais à Porte de la Chapelle, par exemple, tu vois. Et un soir, je rentrais, je me rappelle, j'étais avec mon ex et tout. Parce qu'à chaque fois à l'époque, je bossais au KFC pour payer mes études de cinéma. Je rentrais, il y avait toujours des prostituées devant, tu vois, dans la rue. Je passe, et souvent, elles me regardaient. Et comme me regardaient passer, c'était... Je passe et tout. Et un jour, je passe, elles me regardent, elles me font bonjour. Je fais, bonjour, ça va? Elles me font, oui, et toi? Je fais, ouais. Elle me dit, il y en a une qui me fait comme ça, ma copine, elle aime bien tes faussettes. Je lui fais, ah, merci, c'est gentil. Donc, je me pose là, ça va et tout, ça se passe bien ici. Tu vois, moi, je parle avec elle. Elle ça reste des êtres humains. Ouais, et puis elle me dit, ouais, non, ça va, tout ça. Elles avaient un petit accent. Elle dit, ouais, tu viens d'où? Elle me dit, je sais plus d'où elle venait. Je crois que c'était Cameroun ou un truc comme ça. Et ta copine de l'époque, elle a dû te chicoter, non? Non, même pas. Parce qu'une fois, en fait, donc du coup, je rentre chez moi et tout. Et une semaine après, on revenait du cinéma avec mon ex, justement. Et elles étaient là. Et elles ont vu que j'étais avec mon ex. Elles disent rien, tu vois. Et du coup, moi, je passe, je les regarde. Ça va, les filles, vous allez bien? Elles font, ouais, ça va et toi? Je dis, ouais, ben vas-y, bonne soirée. Elles me disent, ouais. Et tu sais, c'était surprise que je leur parle. Et puis mon ex, ça me fait, tu les connais? Ouais, j'avoue, ça peut paraître bizarre. Je lui dis, ouais, mais je vais pas faire semblant. Souvent, quand je passe ici, elle me parle, tout ça, tu vois. Et elle me dit, ah ouais? Elles disent quoi? Je dis, non, elle m'avait dit qu'elle aimait bien mes faussettes, donc on a juste parlé. Mais t'inquiète, et du coup, mon image sur les prostituées avait changé à ce moment-là. Parce que j'avais l'image que moi, on m'avait mis dans la tête. Ouais, c'est des prostituées. En fait, elles ont une histoire. Tu vois, on a tous un truc. Et des fois, c'est pas facile pour elles. Hein. Ben oui. Et du coup, j'avais imaginé une histoire. Je me dis, putain, elles sont toujours là le soir et tout. On ne sait pas ce qui peut les arriver. Elle peut partir avec un taré, un machin. Et j'ai écrit un court-métrage sur ça, tu vois. Donc, ouais, je me nourris toujours je juge rarement les gens. Tu vois, j'essaie toujours de savoir pourquoi cette personne pense comme ça, pourquoi elle agit comme ça. Tu vois, elle a aussi ses traumas, etc. Soit j'essaie de l'aider comme je peux. Si c'est trop dangereux pour moi, ben, je prends un peu de recul. Parce que parfois, les personnes, tu peux avoir des gens qui ont besoin d'aide. Mais eux, dans leur tourment, ils peuvent t'attirer aussi. Tu vois. Donc, du coup, il faut toujours faire attention. Mais je prends toujours le temps d'écouter les gens et de savoir d'où ils viennent, comment ça se passe, etc. Tu vois, je suis pas fermé sur ça. Je suis très ouvert dans ce côté-là, tu vois. Je ne sais pas si tu te rends compte des 3-4 masterclass que tu viens de nous livrer là, dans ta réponse. Mais tu nous as raconté des choses qui sont assez fortes et qui te reflètent hyper bien. Moi, je reprends juste le passage où tu parles de ton oncle et de ce qu'il t'a répondu ce jour-là, où tu avais un peu peur de lui dire et où tu lui as dit « Pardon, voilà, je sais pas ». Imaginons juste qu'il t'ait répondu « Tu sais pas, mais c'est pas bien, mais non. » Mais je pense que tu n'aurais pas été la même personne. Parce qu'en fait, ce qu'il t'a répondu a permis de construire l'homme que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est complètement OK de pas savoir. C'est complètement OK d'oser dire pardon. Parce que des fois, on n'ose pas, on veut forcément paraître pour celui qui sait tout, on trouve des superfuges, etc. Et je pense que c'est exactement ce qui t'a mené à l'homme que tu es aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je vois un homme qui assume qui il est complètement, qui sait qui il est, et quand il sait pas faire, il le sait, mais il va trouver, quitte à ce que ça mette du temps, il va tout faire pour y arriver. Apprendre, rencontrer, créer et recréer, puis se tromper, puis recommencer. Et ça, je le vois dans les projets que tu fais ou dans certaines choses que tu peux mettre en place dans ta vie. Je pense que ce qu'il t'a répondu ce jour-là a vraiment contribué à ce que tu es aujourd'hui, tout comme ce que tu nous expliques avec les rencontres que tu fais avec des prostituées, avec un SDF, avec des gens du public. Moi, je vois aussi que tu prends le temps. Qui, dans son spectacle, va venir, avant que le rideau s'ouvre, accueillir les spectateurs, leur demander de contribuer au spectacle, de distribuer des petits papiers, de leur dire « ça va, vous êtes bien garés, tout va bien, ça va, vous inquiétez pas, soir, ça va être drôle, on va se taper des barres, t'inquiète ». En fait, tu prends vraiment le temps de toutes ces rencontres, de toutes ces rencontres de vie. Tu vois, c'est pas forcément des gens, mais ces rencontres de situations aussi, qui vont te nourrir et qui vont t'apprendre pour justement savoir quoi faire dans ce qui va t'arriver après. Et je suis convaincue de ça, c'est que tout ce qui nous arrive, même là, ce qui est en train de se passer là, ça va rester dans notre tête et ça va nous aider peut-être dans une autre discussion, dans une autre rencontre.
Et c'est ça qui est beau, et c'est ça que toi, tu fais dans tes spectacles aussi. C'est-à-dire partager un petit peu de ton histoire pour que ça serve aux autres, pour qu'ils puissent se construire et devenir enfin ce qu'ils rêvent d'être, ce qu'ils méritent de devenir, tu vois. Donc c'est cool, tes oncles, ta famille, tout ça ont vraiment, je pense, une belle place dans ton histoire, même si géographiquement ils sont loin. J'ai l'impression qu'ils ont vachement été présents pour toi à travers toutes ces petites choses. Là où dans certaines familles, en Afrique, ou même ailleurs, mais je trouve qu'en Afrique, il y a beaucoup ce truc où tout doit être parfait, tout doit être, on dit pas trop, tu vois, il y a très peu d'oncles qui auraient dit ce que ton oncle a dit. Il y en a beaucoup qui auraient chicoté la personne, qui auraient dit non, tu fais, tu réussis. Oui. Et moi, je trouve ça beau d'avoir quand même des personnes comme ça dans notre famille, peut-être qu'on va voir un peu moins souvent, mais qui à chaque fois qu'on les a au téléphone, il y a vraiment cette notion de lien, cette notion de t'inquiète, je suis là, tu vois, je suis présent. Cette présence, en fait, qui est pas forcément palpable, mais qui est réellement là. Tu vois, c'est ça qui est beau dans ton histoire aussi. Ouais, non, merci en tout cas de tout ce que tu viens de dire, parce que, tu sais, c'est rare que je fasse des interviews où je me livre comme ça. Je sais. Parce que quand on fait des interviews, c'est souvent, c'est le comique. C'est quoi ton spectacle? C'est quelle date? Voilà, c'est quoi l'actu? c'est le Frédéric comique qui fait ses personnages, donc il faut qu'on soit dans la comédie, donc on a moins le temps de nous livrer vraiment, tu vois. Donc on reste dans ce truc très léger. Et non, t'as raison, c'est très important d'avoir des personnes qui prennent le temps de t'écouter, d'appuyer sur des endroits qui vont te déclencher, en tout cas qui vont te débloquer de tes traumas, tu vois. Tout à l'heure, tu parlais de mon oncle. Ben oui, mon oncle, ma tante, je les aime tellement, tu vois. C'est comme des parents pour toi, finalement. Oui, ben oui. Même si tes parents sont là. Exactement. Tu vois, c'est comme mes parents. Et souvent, je m'excuse auprès des gens que j'aime, tu vois, parce que je suis quelqu'un qui bosse beaucoup et j'ai souvent la tête dans le guidon. Ouais. Donc, il y a des moments où j'appelle mes oncles, j'appelle ma tante, même ceux qui sont au pays, tu vois. Je leur dis, tonton, pardonne-moi, je suis désolé de ne pas t'en donner de nouvelles que ça, tu vois, mais je suis là, je prends le temps, ne m'en voulez pas parce que je ne suis pas très présent, mais je pense à vous, etc., tu vois. Et je m'excuse parce que même moi, parfois, je me rends compte. Il y a des moments, je suis devant mon ordi, je bosse, je suis là, et je fais juste une pause, tu vois. Je recule de mon fauteuil, de mon ordinateur, et je regarde autour de moi. Je regarde l'heure, je dis, putain, tu bosses depuis tout ce temps-là. Et tu sais, je vais faire juste ma gueule, je dis rien, et j'entends juste le silence autour de moi. Et je me dis, putain, je suis tout seul, je suis là. Mais qu'est-ce que je fais? Tu vois, et j'ai des moments comme ça, tu vois. Pourquoi je fais tout ça, tu vois? Et par exemple, je prends mon téléphone, j'envoie des messages à ma famille. Comment vous allez? Désolé, je suis un peu pris en ce moment. Là, c'est bien de planifier des moments comme ça, vraiment. Tu sais, la plupart des gens pensent que... je prends ton exemple à toi, mais c'est valable pour beaucoup de gens, en tout cas, qui bossent beaucoup, qui sont vraiment pris par leur passion. Et quand tu fais un métier comme le tien, c'est à la fois un travail et une passion. Donc, tu te rends pas compte du nombre d'heures que tu fais aussi, c'est ça. Et les gens de l'entourage pensent que tu prends pas le temps, t'as plus le temps pour eux. Mais parfois, c'est pas ça, c'est que les gens que tu aimes, c'est tellement évident que tu as envie de les contacter que tu prends moins le temps. Alors qu'un rendez-vous professionnel, tu vas le noter, tu vas le planifier, etc. Et moi, je sais que j'ai trouvé une petite astuce pour ça parce que moi, je m'en voulais beaucoup. Tu vois, les gens que j'aime, que ce soit mes amis, ma famille, je m'en voulais de pas être très présente. Et je me suis dit, ils vont penser que, moi maintenant, je planifie dans mon agenda, une fois par semaine, un quart d'heure où je prends le temps de faire des messages aux gens que j'aime. Et ça paraît bête. Les gens vont se dire, chelou, elle planifie d'envoyer un message à sa mère. Mais je le fais parce que j'ai pas envie de passer à côté de ça. Tu vois, des fois, juste avec maman, en fait, je t'ai peut-être pas dit, mais je t'aime et merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je le planifie, c'est con, mais au moins, j'ai pas le regret de l'avoir oublié. Et après, ce petit message va découler d'autres choses, tu vois. Et je te donne le tips. Planifie un quart d'heure. Et comme ça permet de... Parce que c'est trop important. La vie, elle passe à une vitesse. On sait pas ce qui peut arriver. Et ces personnes-là, hyper importantes, des fois, on prend pas le temps alors que c'est important. Et ce que tu viens de dire, le fait de dire à ses proches qu'on les aime, tout ça, parfois, je prends vraiment le temps de dire ça. Par exemple, tout à l'heure, je disais que je suis en froid avec mon père et tout. Avant quand on a eu notre dernière discussion, je lui ai tout dit. Et je lui ai dit, écoute, peu importe ce qui va se passer par la suite, je suis fier de porter ton nom, je t'aime, etc., tu vois. On est des hommes, voilà, il y a des choses qui... peu importe, tu as tes défauts, j'ai mes défauts, etc., mais tu restes mon père. Jamais de la vie, je vais te renier ou je sais pas quoi, tu vois. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi, je t'aime. Je lui ai redit plusieurs fois, tu vois. On ne sait pas ce qui peut arriver demain.
Et pareil quand je quitte le bled, que je quitte ma mère, je reviens ici, etc., je lui dis aussi, je l'aime, je dis à tout le monde. Dès que je prends l'avion, je dis, parfois même à mes potes, tu vois, j'envoie dans le groupe. Je leur dis, les gars, je vous kiffe, je vous love, tu vois. On ne sait pas ce qui peut arriver demain, parce que j'ai pas envie d'avoir ce regret-là, tu vois. Bien sûr. Et j'ai aucune honte à dire à mes potes que je les aime, à ma famille, etc. Il faut dire les choses, tu vois. Il y a des moments comme ça, je me dis, vas-y, fuck, dis les choses. Tu vois, tes trucs de, ouais, non, on est des bonhommes. Non. On est des bonhommes, mais on sait tous chacun ce que la personne... Tu sais, parfois, tout à l'heure, on en parlait en off, tu vois. On nous voit toujours dans le travail, machin. Mais à des moments, on se retrouve avec soi-même et on est dans notre truc à nous, tu vois. Donc, je me dis toujours, je sais pas ce que mon pote il peut vivre en ce moment. Même si je le vois, on se check, ah mon gars, bien, on va danser. Ouais. Je sais pas ce qui se passe quand il rentre chez lui tout seul, tu vois. Donc, je lui dis, mon gars, de temps en temps, tu sais, il y a des accolades quand tu vois tes potes faire, oh, mon gars, ou quoi. Mais il y a des moments, des potes comme Aziza Boudra, Olivier Kissita, on se check, je tiens la main, je regarde dans les yeux, je les serre fort, tu vois. Et je lui dis, ça va? Ça va. T'es sûr? Tu sens dans la réponse ouais, t'es sûr que ça va? Quand ça va pas, on se pose. Ouais. Il y a des moments où on a fait des nuits blanches. On parle. Venez, on se dit les choses, les gars. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que toi, tu vas pas? Il y a des choses que tu me reproches, il y a des choses que je te reproche, comment je peux corriger ça, etc. Et en fait, c'était un très bon exercice. C'est Olivier qui nous avait dit ça. Une fois, je me suis retrouvé avec Aziz. Lui, on était comme ça. On a dit, tu sais quoi, on s'aime beaucoup, on est des potes. Venez, on se dit les choses. Ouais. Tu vois, s'il y a des choses que tu n'aimes pas, que j'ai pu agir d'une façon que tu n'as pas... sur vous trois, en fait. Voilà, que tu n'as pas aimé, tu me le dis. Ok, d'abord, tu me dis ce que tu aimes chez moi, tu me dis ce que tu n'aimes pas, ce que tu aimerais que je corrige, après, je me défends. On fait pareil à l'autre, etc. Ok, donc chacun commençait. Et dit, en tout cas, ce qu'on fait là, on ne le fait pas pour se blesser, on le fait parce qu'on est potes et qu'on s'aime et qu'on veut que notre amitié dure longtemps et corriger certaines choses qui ne vont pas. Et que notre amitié soit vraie, surtout, comme tu dis. Tu vois. Ok, donc on prenait pas mal les choses. Ils m'ont dit, vas-y, parfois tu fais ça, j'ai pas aimé quand tu avais fait ça. Et du coup, on se rend compte qu'en fait, parfois dans nos agissements, les gens le prennent d'une certaine façon. Alors que c'était pas forcément l'intention. Voilà, exactement. Et c'est très important de faire ça, tu vois. Parce que comme je disais tout à l'heure, tu sais pas par rapport au vécu de la personne, elle va faire des moves en fait que pour elle, c'est normal. Exactement. Alors que toi, tu le prends différemment parce que tu as tes traumas et tu as vécu d'autres choses avant, tu vois. Donc on se disait des choses comme ça, ah ouais, je dis, ah ouais, putain, en fait, il pense comme ça qu'il réfléchit. Ok, maintenant je sais que quand je dois lui dire une chose, je vais plutôt lui dire de cette manière-là. Merde. Je vais plutôt lui dire de cette manière-là que de cette manière-là, tu vois. Et c'est comme ça qu'on apprend encore mieux se connaître et maintenant on est mieux connecté qu'avant, tu vois. Et c'est important de faire ça avec les gens qu'on aime, tu vois. Et donc voilà. Non, c'est important. Et tu sais, tout à l'heure, tu parlais... alors, je crois que c'était encore ton oncle d'ailleurs, mais tu parlais de ce truc où il t'avait dit « sois fort ». Ouais. Et je pense, comme tout ce qu'on a vu depuis le début de cette interview, que c'est des choses qui nous conditionnent. Et j'ai cette sensation que quand on t'a dit plusieurs fois « petit, t'inquiète pas, sois fort », etc., ça t'a mis aussi dans ce truc de « sois fort vraiment ». Et que dans ces moments où peut-être parfois tu peux te sentir seul, tu as beaucoup de poids sur tes épaules parce que tu as tellement cette vocation de vouloir bien tout gérer, etc. Ou peut-être que des fois tu sens ne pas avoir le choix. Peut-être que dans ces moments où tu es seul, tu as juste envie d'avoir le choix, de ne pas être fort à ce moment-là et de peut-être avoir un peu moins de poids sur tes épaules. Comment ça se passe dans ces moments-là? Comment tu les vis, ces moments-là? Et qu'est-ce que tu aimerais peut-être pour soit mieux les vivre, soit ne plus les vivre comme ça? Une fois, c'était tellement fort que je me suis convaincu qu'il fallait que j'en parle, tu vois. Parce que on a beau se dire on est fort, à un moment donné, on arrive toujours où, tu vois, le verre, il est plein, et ça va déborder. Et moi, ce que j'ai fait ce jour-là, j'ai rencontré un gars incroyable. C'est Sudei. Ok. Sudei, c'est un mec incroyable. Mis à part, c'est pas que sur pour les vidéos, Internet qu'il fait. Hein, Et ce gars, la première fois qu'on s'est rencontrés, j'ai l'impression que je le connaissais depuis des années. C'était un sentiment bizarre. Ouais, c'est trop bizarre. En fait, lui, j'avais vu une première vidéo de lui comme ça. C'était avant qu'il pète sur les réseaux, tu vois, ses premières vidéos. Et je dis, j'aime bien ce gars. Et je l'avais partagé sur mes réseaux. Et du coup, il m'avait dit merci, tout ça. On avait un peu échangé. Et il était venu voir mon spectacle. C'était en 2020. Il va voir mon spectacle. Il ne m'avait pas dit. Je l'ai vu à l'entrée de la... T'es là, toi? C'est cool. Ouais, machin. Ouais, non, je veux te soutenir et tout ça.
Il a vu mon spectacle et comme mon spectacle par un peu de mindset, tout ça, Ouais. tu vois, motivation, on est devenu un peu plus proche que ça. On se parle, et on échange. On a échangé nos numéros et tout. Et un jour, j'étais dans le mal, mais vraiment. Hein. J'étais chez moi. Tu sais, je procrastinais, j'avais plus envie de rien faire. Et je me suis dit, oh, est-ce que c'est ce qu'on appelle une dépression ou pas? Je connaissais pas, moi, ce que c'était. C'était juste, je me levais, j'avais plus envie de rien faire. Je me levais, je me posais devant ma télé toute la journée. Tu sais, pendant peut-être une semaine, j'étais comme ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive, gars? T'es pas comme ça d'habitude. Et tu savais d'où ça venait ou tu savais pas vraiment? Parce que des fois, il n'y a pas vraiment de raison. C'est le cumul ou est-ce qu'il y avait vraiment un point de départ, un truc précis qui t'est arrivé? Je pense que c'était la solitude. Ok. Ouais. La solitude, c'est un truc, c'est dur. Et en fait, ça, je le voyais pas parce que comme j'étais en couple à l'époque, je restais très longtemps en couple. Et ça faisait des années que j'étais en couple. Donc, j'étais toujours avec quelqu'un avec moi. La personne était là, etc. Donc, moi, le fait que ma famille soit très loin, même si j'ai encore mes cousins, ma tante qui sont ici, tu vois, mais une personne qui me connaît aussi bien, que très proche de moi, etc. J'avais déjà pris ça, cette habitude-là. Mais après, quand je me suis séparé, au début, ça allait. Hein. Mais tu sais, Au début, tu as savouré un petit peu? Ouais, mais je veux dire, c'est pas que ça, c'est un cumul de tout. Parce que tu vois, quand tu. Moi, j'aime bien quand tu as plein de choses dans la tête, etc., que t'es artiste, en tout cas, tu as de temps en temps envie d'évacuer. Et mon ex, c'était une artiste aussi. Donc, il y avait des moments où je pouvais lui dire des choses, elle les comprenait tout de suite. Je pouvais lui en parler, c'était quelqu'un de patient aussi, tu vois, machin, nanana. Mais quand tu es tout seul, mais je parle pas seulement quand tu es en couple, Ouais, hein, bien sûr. quand tu es entouré, que tu es seul, je crois que ça venait de ça, en fait. J'avais beau écrire, j'avais beau ce truc. En fait, du coup, je me retrouvais à 100% dans le travail. Et j'étais là, mais je fais que ça. Je tourne en rond. J'ai des potes, hein, je peux sortir, mais je suis pas quelqu'un qui traîne dehors pour traîner dehors. Ouais. J'aime bien avoir un objectif. Soit je sors avec des potes pour m'amuser, machin, soit je rentre chez moi. J'ai jamais traîné dans des cafés comme ça pour traîner, tu vois. Donc, j'étais souvent chez moi et j'étais là, oh, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus envie de rien faire. Et je suis là, je me lève et tout. Je bouffais à pas d'heure. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de sportif de base. Tu sais, je prenais du poids. J'étais là, je commençais. J'étais là, dès que j'avais. Vas-y, je vais me faire des haricots, là. Et j'étais là, je me dis, je suis pas bien. Et je me dis, gars, là, tu commences à avoir des pensées bizarres. Il faut que tu appelles quelqu'un. Et j'ai appelé Sudei. Et pourquoi tu as eu envie d'appeler Sudei? Parce que c'est le gars que je trouvais, en tout cas, qui me parlait bien. Ouais. Il est à l'écoute. Tu sentais qu'il serait à l'écoute, ouais, ok. Ouais, il n'est pas dans le jugement, il est à l'écoute. Surtout, il écoute bien. Tu vois, il va te donner des réponses par rapport à ce que toi, tu lui donnes. Non pas dans pas le truc bateau qu'on pourrait dire à tout le monde. Non, pas dans sa vision à lui. Okay. Il va essayer de te comprendre pour te donner des réponses qui correspondent à ton mindset à toi. Tu vois, à ce que tu... Du coup, je l'appelle et j'envoie un message, je dis frérot, j'ai besoin qu'on se parle et tout. Il me dit ah ouais, je crois qu'il devait être 2h du matin, un truc comme ça. Il m'a dit ok, je vais sortir le chien et tout. Il m'appelle, on est resté 1 heure au téléphone. Okay. Qu'est-ce qui va pas? Donc je lui dis tout ça, voilà. Il me dit ok, écoute, il y a ça. Il commence à me parler, il me parle. T'inquiète, il y a ça, il faut juste que tu machin. Si tu as besoin de ça, n'hésite pas, nanana. Je dis ok, et ça m'a fait un bien de fou. Je raccroche avec lui, 5 minutes après, il m'envoie un audio comme ça. Audio de 5 minutes. T'as fait comme ça? Ouais, c'était long. Hein. Audio de 5 minutes. Et j'écoute, c'est qu'un truc qui booste et tout. T'inquiète, il y a ça, non. Tu sais, comme les... En fait, il voulait faire un concept où il fait une voix off qui part, qui booste et tout. J'écoute ça. Je dis ok. Donc, du coup, les matins, je me levais, je faisais mes étirements, j'ai commencé à faire mes méditations, tout ça. Je lisais des bouquins, tout ça. Je regardais mes anciennes vidéos et je me voyais quand j'étais en mode ouais. Je regardais tout ça. Et j'ai dit, ok, mon gars, t'as fait tout ce parcours-là. Tout ça. T'es Frédéric Bucollet, merde. T'es toi, allez, courage. C'est comme ça. Relève-toi, machin, et non, tu vois. Et c'est reparti. Et en tout cas, c'est le seul moment où je pense que j'avais toujours eu des coups de mou, tu vois. Mais j'avais toujours réussi à aller. C'est parti. Mais là, c'était fort. Et quand j'ai parlé à Sudei, c'est parti, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, c'est important de parler à quelqu'un, en fait. De ouf. Donc, ceux qui ont honte, parce que dans notre culture, en tout cas, il n'y a pas de... tu vas voir qui? Ah, ben, un psy. Ah, c'est des sorciers. Comment ils peuvent connaître ta vie? Tu vois, ils vont t'aller. Fous-moi le camp, tu me racontes quoi, là? C'est très tabou, la santé mentale en Afrique. Hein. Mais c'est important de pouvoir extérioriser, tu vois. Et quand j'étais petit, je le faisais dans les poèmes, dans l'écriture. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Par exemple, quand j'étais arrivé en... T'avais un journal intime? Un journal intime? Ouais. Non. Une espèce de... Je pense que mon journal intime, c'était peut-être les poèmes que j'écrivais dans mon cahier, tu vois. Et c'est comme ça que mon prof de français à l'époque était tombé sur mes écrits. Il m'a dit, mais tu devrais penser à écrire. Je dis, ah ouais. Comment s'appelait ce prof-là? Monsieur Sidney.
s'il nous écoute. Hein. Monsieur Sidney. Et Frédéric Bucollet est devenu un sacré poète. Et je te jure, tu sais, j'étais là, j'aimais beaucoup écrire. Ouais. J'avais écrit mon premier poème, c'était pour ma mère. Ok. Et j'étais là, j'avais écrit, j'avais fait un classeur, tout ça, je mettais ça de... Tu te rappelles d'une ou deux phrases de ce poème, non? Ouais, c'était quoi? Je crois que je lui disais... Il y avait une phrase qu'il avait marquée d'ailleurs, parce que j'avais fait un son après. Et je lui disais, depuis que je suis parti, ma vie est sans intérêt. Sans toi, je me sens comme un soldat sur un champ de bataille, sans fusil. Je racontais des trucs comme ça. Sérieux? Ouais, il y avait plein de trucs. Là, tu me poses la question, j'essaie de retrouver des phrases, mais... Ah bon, on a compris le... Mais ouais, j'avais fait un long poème comme ça, tu vois. Et ouais, j'ai extériorisé des choses comme ça. Je me rappelle une fois, moi je restais beaucoup dans ma chambre. J'étais toujours... c'est mon oncle qui trouvait ça bizarre, parce que c'est l'habitude que j'avais pris quand j'étais en Belgique. Ouais. Comme je voulais pas de problème, je voulais pas machin, j'étais toujours, quand on est dans ma chambre, soit je dessinais ou j'écrivais. Et mon oncle, quand je suis arrivé en France, il trouvait ça bizarre, parce que c'est une habitude que j'avais du coup. Je voulais pas faire de... je veux pas déranger et tout ça. Donc du coup, un jour, il est rentré dans ma chambre comme ça, il a ouvert la porte, boum, comme ça, vite, il est venu. J'étais sur l'ordi. Il est venu, il croyait qu'il regardait des trucs bizarres. Il y avait, boum, il est venu, il a regardé. Tu sais, moi, je regardais comme ça, j'étais là, mais qu'est-ce qu'il me veut? Puis il a fait, regarde ce que j'écris. Il me fait, c'est toi qui écris ça? Je dis, ouais, tu croyais que je faisais quoi? Il fait, non. Puis il lit un peu comme ça, il fait, c'est bien. C'est bien. Et tu sais, il me regarde bizarre, il me dit, mais ce gars, il écrit vraiment, tu vois. Il prend vraiment le temps de se poser à écrire. Tu sais, j'étais jeune, je devais avoir peut-être 16 ans, un truc comme ça. Et je me donnais le temps des heures à écrire. Ok, parfois il revenait, il me voyait dessiner. Il me dit, tu dessines comme ça, toi? C'est bien, hein, tu devrais penser à faire du dessin. Hein. Tu sais, faire des BD, faire des trucs comme ça. Donc ouais, j'extériorisais tout en écrivant. Mais maintenant, en tant qu'adulte et tout, vu que j'écris beaucoup et j'ai fait des trucs, maintenant, ouais, il y a des moments où il faut que tu parles, tu vois. Et j'ai pris conscience de ça. Parfois, c'est bien juste de parler, d'avoir quelqu'un qui t'écoute. Non, et puis je pense qu'on peut pas le faire avec tout le monde. Tu vois, il y a un juste milieu, c'est-à-dire qu'on peut pas se confier à n'importe qui non plus. On peut pas avoir 1 milliard de personnes dans son cercle proche. Ouais. Je pense que c'est hyper important de faire un tri, de choisir son entourage, d'avoir vraiment des vrais gens autour de nous, très peu, mais de qualité, qui vraiment nous comprennent, qui n'ont pas de jugement, avec qui on est un petit peu sur la même fréquence finalement, avec les mêmes envies, les mêmes... ou pas, mais en tout cas qu'on se comprenne et qu'on puisse tous dire. Et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir 1, 2, 3 personnes comme ça autour de nous. Parce que moi, je sais que je me suis beaucoup... mon cheminement, il est un peu inverse de toi. Ouais. Je crois que j'étais peut-être même trop entourée, en fait, au début. Et je pense que j'étais très naïve, par exemple, tu vois, et que je me laissais un peu embobiner par un peu n'importe qui. Et finalement, le fait de me retrouver seule à un moment, ça m'a énormément fait de bien, parce que je me suis retrouvée et j'ai pu faire un énorme tri pour peut-être être moins dans un tourbillon qui me correspondait pas du tout. Et je pense que parfois la solitude ou le fait vraiment de se poser seul, tu es un peu dans ces instants d'introspection, de méditation, ou même juste seul, ça peut faire du bien, mais la solitude, c'est à double tranchant. Ça peut aussi faire très mal et ça peut aussi vraiment te mettre plein de réflexions, de parasites dans ta tête, t'emmener vers là où t'es pas du tout. Et d'avoir une personne qui t'écoute, c'est hyper important. Et de pouvoir se parler, que ce soit un psy, un parent, un homme, une femme, peu importe, une amie. Un mentor, parfois, tu vois. Un peu comme l'a été Sudei, comme un frère, mentor. Et j'aimerais qu'on termine, parce que je crois qu'on a pas mal de choses assez sympas, là. J'aimerais qu'on termine, avant de te poser quelques petites questions comme ça, rapidement, avant la fin. Mais j'aimerais qu'on termine peut-être par un message que t'aimerais... Là, imaginons que dans 1 heure, t'es sur scène, t'as un spectacle, et que tu vas faire une impro, mais que tu as envie vraiment qu'il y ait un message clé, un message que toi-même tu as eu un jour dans ta vie et qui t'a aidé, et que tu aimerais retransmettre aux gens qui vont venir voir ton spectacle, ce serait lequel? Ce serait quoi ce message inspirant qui pourrait aider une personne qui l'écouterait? Je reviendrai à la phrase que mon oncle m'avait dit, hein, tu sais, que t'es pas bête, on t'a juste pas appris. Ou que peu importe ce qui t'arrive, tu peux toujours t'en sortir. En tout cas, ne reste pas seul dans ton coin. Et si aujourd'hui j'ai réussi à faire ce qui me plaît dans la vie, alors que je venais de très loin, tu peux aussi le faire. Il faut juste trouver les bonnes personnes qui peuvent t'aider à y arriver. Des gens qui font appuyer sur des bons boutons, comme mon oncle l'a fait, ma tante l'ont fait pour moi, tu vois. Et c'est important de croire en soi, de trouver sa voie, de trouver ce qu'on aime, de ne pas se laisser embobiner, guidé par des gens qui ne sont pas dans la même logique que toi, tu vois. D'assumer ce que tu es et surtout chercher à être bon avec les gens, tu vois.
Moi, en tout cas, c'est comme ça que... C'est le seul message que j'aimerais faire passer. De croire en soi, de bien s'entourer. C'est très important, tu vois. De ne pas faire des choses parce qu'il faut plaire aux autres non plus. Tu vois. Ça, c'est un sacré piège aussi, hein, ce fameux regard de l'autre. Le fait qu'on fait beaucoup... En fait, des fois, c'est inconscient. On le fait pour séduire. Quand je dis séduire, je ne parle pas forcément de couple. Mais on fait beaucoup les choses inconsciemment, en tout cas pour séduire un public, pour séduire l'autre, pour qu'on dise « Waouh, c'est génial ce qu'il a fait. Waouh, il est beau. Waouh !» Et on ne s'en rend pas compte. Et je pense vraiment quand on se libère de ce fameux regard de l'autre, on a tout à y gagner parce qu'on... Moi, s'il y a une chose que j'ai retenue, tu me diras ce que tu en penses, mais s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est que finalement, des fois, quand j'ai l'impression de subir ma vie, je parle de moi, mais c'est pour vraiment parler à tout le monde et parler de toi aussi, mais quand j'ai l'impression de subir ma vie, que je suis pas très bien, que je suis pas très heureuse, que finalement, je kiffe pas ma journée, en fait, le meilleur conseil que je me donne à moi-même, c'est écoute-toi. Ça peut paraître bête, mais finalement, on a plein de petites voix qui nous parasitent et juste quand on... chut, des fois, notre cœur, il nous dicte un truc, cette fameuse intuition. Des 3 premières secondes, là, quand on passe 4 secondes, là, c'est plus l'intuition, mais cette petite voix-là qui nous dit ça, c'est bon pour toi. Cette personne-là, elle est géniale pour toi. Mais des fois, on l'écoute pas. Ouais. On est parasité de ouf. Et en fait, moi, je pense que vraiment l'une des clés pour vivre mieux, je vais pas parler de bonheur, de joie, juste pour vivre mieux, pour vivre soi, pour vivre vrai, c'est juste de s'écouter. Et des fois, on fait des choix pour plaire à l'autre, inconsciemment, à un patron, à un mari, une femme, à un public, à un manager, aux médias. Tu vois, ce qu'on attend d'un humoriste noir, par exemple. Mais en fait, quand on s'écoute, et je sais que toi, tu es quelqu'un qui t'écoute beaucoup, c'est peut-être pour ça que tu fais des choix différents, c'est peut-être pour ça que tu n'es pas régulier sur tes posts Insta, on s'en fout. Parce que finalement, si tu t'écoutes toi, on aura accès au message que tu veux livrer. Et j'espère que grâce à cette interview, on aura accès un peu plus à toi, du coup, parce que tu t'es écouté dans tes réponses, et ça fait plaisir. Merci en tout cas de tes questions. Là, j'ai l'impression de sortir d'avoir fait une thérapie de dingue. Non, franchement, c'est très, très, très cool. Et là, j'étais vraiment moi-même. Hein. Ouais, je sais. C'est rare qu'on me donne l'occasion d'être moi-même comme ça. Tu vois. Donc, si je résume, cool. T'as été gêné, t'as été à l'aise, t'as pleuré, t'as rigolé, J'ai pas pleuré. Vraiment, tu étais à 2 doigts. Donc ça va, il y a eu toutes les émotions. Et ouais, non, c'était cool. Top. Et je te remercie pour ça, en tout cas. Avec plaisir. Et ouais, écoute, la vie continue, hein. Faut s'accrocher et c'est comme ça. Tu vois. Avant qu'on se quitte, je vais te poser une série d'une dizaine de questions très rapides. Ouais. Je vais te demander d'y répondre rapidement, mais avec le cœur. Vraiment la première chose qui te vient. Ok. Rapidement, mais tranquillement. Et on gardera ça pour la fin de l'interview. Ça te va ? Yes. Ok, parti. Top. Ce serait quoi ta journée idéale ? T'as plus qu'une journée à vivre. Demain, tu veux kiffer ta life. Ta journée idéale de 5h du mat à 20h, qu'est-ce que tu ferais ? Réunir tout le monde, mes potes, la famille, toutes les personnes qui ont fait partie de ma vie. Que ce soit les ex, les machins, toutes les personnes qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et de se faire un gros barbecue. On mange, on rigole, on fête, etc. On se dit des choses dans les yeux. Et voilà. Trop bien. Ce serait quoi le rôle que tu aimerais que l'on te donne pour que tu puisses être un personnage au cinéma ? Ce serait quel genre de rôle ? Le rôle de Martin Lawrence dans Bad Boys 1. Yes. Ouais, de ouf, je te vois trop dans ça en plus. Franchement, je kiffe son personnage. Tu vois, un rôle action, mais en même temps un peu comédie et un peu de trucs émotifs. Franchement, je kifferais. C'est le genre de film que je kifferais en tout cas. Le truc que tu ne veux plus jamais vivre. Un truc que tu as vécu, qui t'a mis pas bien et que tu n'as plus envie de vivre. Que j'ai plus envie de vivre, c'est la découverte d'un mensonge, une facette, tu vois. C'est que j'ai découvert très vite, très tôt, à 10 ans, que les personnes ne sont pas vraiment l'image qu'ils montrent, tu vois. Il y avait une personne que j'aimais beaucoup. Pour moi, c'était mon tonton, tu vois, c'était un truc de dingue. Et je me suis rendu compte que c'était pas le même personnage que ce qu'il montrait au monde, tu vois. Et ça, j'ai plus envie de revivre ça. Donc, j'essaie toujours d'avoir des personnes sincères en face de moi. En tout cas, j'essaie de faire en sorte que les gens soient sincères. Okay. Leur montrer que c'est relou. Et on se dit les choses, allez, tu vois.
J'essaie vraiment de ça parce que c'est quelque chose que je déteste, moi. Enfin, tu m'as dit des réponses courtes là, mais là, je parle dans un développement. Et voilà, j'ai pas envie de revivre ça. Tu vois. L'une de tes plus belles rencontres. Alors, quand je dis rencontre, c'est pas forcément une personne, ça peut être rencontrer une situation ou vraiment la rencontre avec une personne. Mais en tout cas, une rencontre qui a été un peu game changer dans ta vie, qui t'a permis un espèce de switch, mais qui t'a fait du bien. Tu vois, l'une de tes plus belles rencontres. Je dirais mon ex, avec qui je suis resté très longtemps. Parce qu'elle m'a fait voir une autre sensibilité, tu vois. Et surtout le fait de pouvoir comprendre l'autre. J'en ai parlé tout à l'heure, parce que moi, j'avais tendance à penser que les gens doivent penser comme moi, ou être comme moi, ou devaient avoir la même logique que moi, tu vois. En tout cas, elle m'a fait voir d'autres choses. C'était notre culture, etc. Elle m'a emmené à apprendre d'autres choses, tu vois. Aujourd'hui, je lis beaucoup parce que c'est grâce à elle. Mais je la lisais beaucoup de bouquins. Elle me disait toujours, hey, tu veux pas tester ce livre-là, tu veux pas regarder ça. On se promène dans Paris, hey, tu sais que ce monument-là, il venait de là. Ouais, mais ça s'intéresse à tout ça. Tu sais, moi, je conduisais dans Paris, je faisais jamais attention. Ouais, tu vois, cette statue, c'est parce qu'elle était très curieuse de ça. Donc, du coup, ça m'a amené à être aussi curieux de ça. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais beaucoup, tu vois. Je lis des bouquins, tout ça. Et souvent, quand je lis des trucs, je pense à elle, ouais, c'est vrai qu'elle m'avait parlé de ça et tout ça. Et c'est quelqu'un qui m'avait montré le fait d'accepter de sortir ses émotions parfois, tu vois. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très fermé, tu sais, j'avais une carapace de fou. Et elle a subi ça, franchement. Et je comprends avec le recul que, putain, ça a dû être difficile pour elle quand même de tomber face à un mec comme moi qui avait pas mal aussi de ses traumas et qui voulait pas se montrer parce que je disais tout à l'heure, j'avais beaucoup été trahi étant petit. Donc, j'avais beaucoup de mal à m'ouvrir. Et elle a galéré de ouf, mais c'est quelque chose qui a fonctionné sur moi en tout cas. Et je la remercie pour ça. Trop bien. Tu parlais de livres. Tu pourrais me parler de 2-3 livres qui t'ont marqué, qui vraiment ce sont des lectures qui t'ont fait du bien et qui t'ont appris des choses peut-être. Ouais, alors il y a les classiques, hein, les 4 accords Toltec que j'ai lus. Justement, ce qui aide justement à ne plus faire Je faisais beaucoup de suppositions, moi. Je me prenais la tête, tout ça, machin. Et il y avait des moments où je me disais, comme parfois, par rapport à ce que j'ai vécu quand j'étais petit, il fallait avoir parfois des masques pour se faire accepter. Donc, j'étais pas en accord avec moi-même, tu vois. J'avais pas une parole claire. Tu vois, il y a tous ces trucs-là que je me dis, OK, plus de suppositions, sois sincère avec les gens, fais toujours de ton mieux. Et voilà, tu vois. Ça m'a beaucoup aidé. Il y a aussi Réfléchissez, devenez riche de Napoléon Hill. Voilà, que j'ai lu. Et qu'en fait, je l'ai lu en me disant, mais en fait, il y a plein de trucs que j'appliquais déjà sans même le savoir. Donc, tu es riche. Ma sœur. Pas pour l'instant. Là, on se bagarre encore, tu vois. Donc, il y a ça. Il y a aussi Père riche, Père pauvre. Tu vois. Ah oui, c'est vrai. Parce que c'est un livre qui m'a fait penser à mon père, d'ailleurs. Tu vois. Parce que mon père, comme je disais au début, c'est un charbonneur. C'est quelqu'un qui a fait de l'argent en travaillant beaucoup, 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 tu vois. Du coup, moi, j'ai pas pu en profiter tant que ça parce que j'ai pas vécu avec eux. Mais c'était le cadet de sa famille et il s'est toujours battu plus que les autres, tu vois. Donc c'est pour ça que je prends souvent mon père en exemple quand je suis face à quelque chose, je me dis, il a réussi à faire ça alors qu'il était gars, vas-y, tu vois. Il y a quoi d'autre comme livre encore t'en as déjà donné 3. Hein. C'est pas hein t'en as déjà donné 3. Hein. Ok. Mais si t'en as un autre qui revient, tu peux donner. J'avais commencé à lire le pouvoir du moment présent aussi. Ah ouais. C'est un livre qui est pas évident à lire d'une traite. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est un livre où tu peux piocher de temps en temps et ça paraît banal comme ça, le moment présent quand on parle. Mais en fait, c'est tellement important. On sait pas être dans l'instant présent. On est toujours en train d'anticiper. Demain, il faut que je fasse quoi. Et hier, ça me stresse, ça m'angoisse. Mais en fait, on sait pas savourer l'instant présent. Et t'as vu, là, je pense qu'on savoure un peu cette interview parce qu'on n'a pas nos téléphones. On est vraiment yeux dans yeux. On est là en train de se dire, en fait, on peut pas faire semblant. Ça y est, on est en face, on se parle. Et je pense qu'on aurait vraiment tout à y gagner. Et ce livre, il est... J'en parle comme ça parce que moi, je me rappelle qu'il y a un de mes cousins qui s'est fait tirer dessus à 27 ans en bas de chez lui. Il est décédé donc il y a une dizaine d'années. Et j'avais eu du mal à accepter ce truc-là. Je sortais d'une émission à Budapest. Je sais pas si tu te rappelles à l'époque quand je faisais mes émissions là-bas. Oui, si. Et en sortant d'un direct, on me dit ton cousin est parti. Parti où? Donc moi, je pensais aux courses, tout ça. Et quand j'ai appris ça, j'ai eu du mal à réaliser, en fait, parce que quelques jours avant, il m'avait demandé de dormir à la maison parce qu'il allait pas bien. Et je m'en voulais de ouf. Merde. Et j'avais du mal. Et en fait, on m'a conseillé ce livre-là.
Et à la lecture de ce livre-là, c'est vraiment la seule chose qui m'a fait du bien. Et c'est un livre qui m'a marqué pour ça. C'est la première fois que je rencontrais le deuil. Et c'est un livre que je pioche de temps en temps comme ça et qui est juste fabuleux, en fait. Non, il est bien. J'ai pas pu le lire jusqu'à la fin parce que je l'avais oublié. Il est technique un peu. Non, c'est pas ça. J'avais kiffé parce qu'en fait, quand je faisais une tournée en France avec la pièce de théâtre, j'étais en train de le lire et un jour, je l'avais oublié. Bon, tu vas le lire du coup ce ouais, soir. Il faut que je le rachète en fait. Je le recommence, qu'ils me l'ont jamais renvoyé. Mais non, c'est un très bon livre et du coup, j'essaie vraiment parfois de vivre le moment présent, tu vois. Parce que parfois, avec mes potes, ils sont là, ils disent attends, t'es dans tes pensées, toi encore. Tu penses encore à. Je dis, ouais, c'est pas vrai, évident. allez, je déconnecte, allez, on est là, on s'amuse. C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident. On te voit souvent bien habillé comme ça, joli garçon, etc. On te voit dans tes stories en train de faire faro devant ta glace, n'est-ce pas? Ça, c'est un rituel dans tes stories. Moi, j'aimerais que tu me dises quelle serait ta tenue idéale, genre vraiment où tu te sens au max. C'est quoi ta tenue? De la tête aux pieds? De la tête aux pieds? Du caillou aux pieds. Ok. Mais déjà, un petit t-shirt un peu près du corps. Le gars bosse, tu vois, son corps. Un petit t-shirt un peu, on va dire un polo. Parce que les polos, ça peut faire classe, en même temps décontracté. Je mets ça avec un bon petit pantalon pince, tu vois, avec une bonne paire de baskets un peu, pas basket street, mais tu vois, qui passe entre les deux. Tu vois, comme ça, tu peux passer partout. Ça passe partout. Et avec une bonne veste au-dessus en cuir un peu noir, tu vois, aussi. Tu vois, moi, c'est ça. Avec soit un petit béret ou des bonnets un peu. Je kiffe beaucoup les bonnets comme ça, tu vois. Même quand j'avais des cheveux, je mettais beaucoup de bonnets et tout ça, tu vois. On n'a pas dit que tu n'avais pas de cheveux, hein. Fallait pas le dire. Ah non, mais les gens, ils savent, hein. Ça, je l'ai jamais caché. Mon premier spectacle s'appelait le One Man Show. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé. Donc, ça n'a jamais été un secret, ça. Et voilà, ça sera ma tenue idéale, ça. Ok, top. Et pour finir, j'ai pas envie qu'on se lance dans la politique, hein, loin de là, mais qu'est-ce que tu me dirais un petit peu de la situation dans le monde, dans le bien comme dans le mal, tu vois, il y a des guerres, il y a des injustices, il y a des problèmes de santé, des problèmes géoécologiques, il y a vraiment plein de problèmes. Il y a aussi des très belles choses qui se passent dans le monde dont on oublie de parler. Qu'est-ce que tu penses, un petit peu de la situation actuelle et à ton niveau, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu pourrais faire peut-être pour apporter un peu plus d'amour dans ce monde? Un peu plus d'amour, même malheureusement, mais à part les vidéos et les conseils que je peux faire ou traiter certains sujets dans mes vidéos, en parler, je sais pas trop ce que je peux faire de plus parce que j'ai l'impression que je suis personne, tu vois, par rapport à la puissance qu'il peut avoir. C'est incroyable, tu vois, moi, et j'ai mon côté altruiste, justement. Parfois, j'ai du mal à regarder et je coupe de mon Instagram ou des infos, tout ça, parce qu'il y a une injustice incroyable, je trouve, tu vois. Il y a tellement d'argent dans ce monde et je comprends pas comment il va y avoir une telle pauvreté dans certains coins du globe, tu vois. C'est fou. Tu vois les guerres qui se passent, tu vois. Il y en a, ils sont là, les bras croisés. Malheureusement, tu sais, et on est nombreux à penser comme moi, tu vois. Des gens qui sont de bon cœur, mais ils peuvent rien faire parce que malheureusement, c'est pas eux qui contrôlent tout ça, tu vois, ça nous dépasse. Et c'est ça qui est dingue, en fait, tu vois. Et ici, une fois, je me rappelle, je parlais avec ma collègue au théâtre, elle me disait, ouais, si on te donnait, si tu avais un génie, que il te demandait de revenir plus petit, j'ai pas envie de revivre sur cette planète, franchement, je suis pressé de faire ce que j'ai à faire et de m'en aller. Sérieusement, hein. Je trouve que, je sais pas si c'est l'être humain, je dirais pas l'être humain parce qu'il y a des bonnes personnes, tu vois. Bien sûr. Mais je me dis, mais c'est fou. Il y a des trucs qui se passent. Tu te dis, mais c'est dingue. Comment ça peut arriver, ça? Ça devrait même pas être Comment possible. on peut... Ouais, ça devrait pas exister, ce genre de truc, tu vois. Une fois, carrément, je m'étais posé une question. Je me suis dit, pourquoi, tu sais, on a découvert plein d'exoplanètes et tout ça, tu vois, qui existent et tout ça. Et on n'a jamais, d'après ce que je sais, il n'y a jamais eu de vie extraterrestre qui sont venus sur Terre en mode, ouais, on est là, machin. Je dis, pourquoi? Je me dis, c'est peut-être parce que l'être humain est un virus, tu vois, dans l'univers, et qu'on nous a mis notre planète loin là-bas. Et ils ont dit, eux là, ils sont pas nets, on les met loin, tu vois. C'est pas normal qu'il y ait autant de planètes, autant de systèmes. Tu vois. Vous comprenez maintenant son inspiration pour les spectacles. Là. Il part de vrais faits, il commence à péter un câble dans sa tête, et ça y est, il se fait un scénario. Je comprends pas, tu vois. Je me dis, on devait vraiment être un putain de virus pour qu'on soit mis à l'écart. Parce que c'est pas logique tout ce qui se passe sur cette planète et voir autant de personnes souffrir et voir autant de gens qui sont dans l'abondance, qui ont trop de choses. Tu sais, moi, avec le peu que j'ai, dès que j'ai un peu trop, je donne. J'arrive pas. Je mets bien mes potes, je mets bien la famille. J'arrive pas, tu vois. Je comprends pas. C'est malheureusement, je sais même pas quoi te dire de ça, Céline. Franchement, j'aurais aimé avoir le pouvoir d'aider tant de gens, mais je pense que
les personnes qui n'ont pas cette sensibilité de voir quand une personne est dans le mal, dans la souffrance et d'aider, c'est ceux qui n'ont pas été dans cette situation-là. Ouais, c'est vrai. Je pense, hein. Et tu vois, il y a 2 jours, je parlais avec un pote qui me disait pourquoi les Renois, on est souvent dans ce truc, on est trop gentils. Ouais. Et parfois, j'ai l'impression, on est dans le partage, dans la spiritualité, dans le truc. Je pense parce qu'on nous a tellement rabaissés, on nous a tellement. Tu vois, on a vécu des choses, des traumas qui se transmettent de génération en génération, que, vu qu'on sait ce que c'est de vivre dans un monde qui te toise un peu, qui te met un peu à l'écart, etc., on arrive à comprendre quand une personne, c'est censé, elle est dans le mal-être, etc., on a plus tendance à aller l'aider. Alors qu'une personne qui est bien, qui n'a pas de... peut pas te comprendre. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y en a qui peuvent en pâtir un peu, mais qui ne te comprendront jamais à 100%. Donc, il faut être moins dans le partage, dans l'altruisme, tu vois. C'est comme ça que je pense, hein. Mais je sais pas. Tu vois, tu as vu que c'est un sujet qui me... En fait, on sent que tu as envie de répondre un truc, mais non, ouais, c'est pas... Ouais, je kifferais. Il y a des choses à faire. Moi, je suis convaincue que on peut pas non plus se dire, je suis personne, je peux rien faire, parce que si on pense tous comme ça, on fera rien. Moi, je pense quand même que des petites actions, et t'en fais. Moi, je sais que t'en fais au quotidien. Des petites actions, ne serait-ce que les messages que tu transmets dans tes spectacles, pour moi, c'est une action, mais ne serait-ce que parfois des petites actions comme ça qu'on multiplie et que ça devienne quelque chose à grande échelle. C'est comme ça qu'il y a eu des Martin Luther King, des Malcolm X, des Mère Teresa, des... Bon, Abbé Pierre, je sais pas si je peux en parler parce qu'il y a une petite controverse en ce moment, mais bon. Bref, en tout cas, qu'il y a eu des gens qui ont fait des choses, c'est parce que toutes ces petites actions multipliées par le nombre d'individus qu'on est peuvent porter ses fruits, mais c'est vrai que on se sent tellement impuissant par rapport à tout ce qui se passe, c'est compliqué. Ouais, c'est dingue. Et même quand tu es de bon cœur, tu veux faire des bonnes choses et que tu as des moyens pour les faire, les plus puissants vont te... Exactement. Tu vois, et ça, c'est il y a eu compliqué. tellement d'exemples dans la politique, par exemple. Tu vois, tous les hommes africains qui ont essayé de faire, moi, que ce soit Lumumba ou Sankara, ils ont essayé de faire des choses. Il y en a plein, mais ils sont faits. C'est ça. Et du coup, toi, tu arrives, tu te dis, OK, mais si je fais ça, c'est que... Tu vois, on va déjà essayer de survivre, après on verra. Rien que dans notre niveau, tu sais, moi qui fais un métier de l'image, un métier où je peux être médiatisé ou machin, il suffit qu'une personne ne comprend pas ton message, n'est pas d'accord avec toi, ou veut protéger sa fortune. Elle peut te... Voilà. Elle va dire à lui, là, vas-y, dégage de là, tu vois. Et tous ceux qui sont pas d'accord avec lui, juste parce qu'il les paye, juste parce que Exactement. Ils vont dire, OK, d'accord, dégage. D'ailleurs, on le voit souvent auprès d'artistes un peu engagés qui ont osé exprimer un point de vue, osé apporter leur aide sur des situations que là-haut, on ne comprend pas toujours, où on veut l'inverse. Bizarrement, ils sont devenus un peu moins visibles. Donc, oui. Ça, c'est compliqué. Oui. Tu sais, par exemple, ce qui se passe avec l'industrie pharmaceutique. Au Congo, tu sais, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais, non, ça, c'est un sujet de ouf. Ah, tu sais, il y a eu plein de scientifiques, plein de chercheurs qui ont trouvé des vaccins pour certaines maladies. Mais ils se sont fait soulever. Ouais. Pourquoi ? Parce que ça vend. Bien sûr. Moi, je suis là, je vends des trucs. Et ça les écarte du lobby pharmaceutique. Bien sûr. Là, je te vends des préservatifs, des trucs contre le sida, des machins, nanana. Et toi, tu me dis, hey, j'ai trouvé le vaccin contre le sida. Mon business. Les gens, ils vont pas penser, oh, on va sauver beaucoup de monde dans le monde. Ils vont dire, hey, mon business, mon fric. Et pas bien. Ouais. Fin. Et ça, c'est triste, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'on est un putain de virus, hein, parfois. Je me dis, c'est pas normal. Tu veux pas dépenser tant d'argent pour prétendre aider les gens et c'est comme la guerre. En vrai, pas d'armes, est-ce qu'on ferait Mais le gars qui vend des armes, il se dit, ouais, c'est mon business, il faut qu'il y ait des guerres pour que je puisse vendre des armes. Donc, ils vont faire en sorte qu'il y ait des guerres. Bien sûr. Ils fabriquent des armes. Et ça, ouais, c'est cool. Ils sont là avec leur bif et tout. T'as de ceux qui sont là-bas qui crèvent et tout ça, tu vois. Et, sauf quand ça arrive près de nous. Là, on commence à paniquer. Ça explose chez le voisin. Hey, oh, attends, ça va bientôt arriver chez moi, là. Hey, faut qu'on se calme, les gars. Mais tant que ça se passe ailleurs, tout le monde va bien. On rigole, tu vois. Écoute, planète Terre, hein. Je sais pas ce que c'est la vie d'après, mais je suis pressé d'y être. Hein. Franchement. Bon, déjà, on espère que tu vas nous faire rire, que tu vas nous faire plaisir, que tu vas nous faire pleurer peut-être sur tes spectacles dans cette vie-là. On te veut encore un petit peu avec nous, hein. Donc, pas tout de suite. T'imagines le mec qui rentre, oui, à la fin de la thérapie. Ouais, j'en ai ras-le-bol. Je te jure. Non, je me dis juste qu'on est là, on fait ce qu'on a à faire et tout ça. On est une famille. Tu sais, à l'époque, je me rappelle, je jugeais les gens qui se suicidaient, tout ça. Ouais, pareil. Pour moi, c'était. Je les comprenais pas. Je me disais, mais comment on peut vouloir quitter cette vie, n'importe quoi. Mais gars, je me disais, mais comment tu peux aller jusqu'à se suicider ? C'est égoïste, c'est machin, rien. Bon. Et en grandissant, je vois ce qui se passe, tu comprends les choses. En fait, c'est pour ça qu'on dit que les gens les plus heureux sont les gens qui sont bêtes. Pas bêtes, mais qui sont insouciants. Quand tu comprends tout ce qui se passe, c'est compliqué de l'accepter.
C'est ça. Il y a des choses parfois, comme je disais, je lis beaucoup. Beaucoup. Je lis des choses, je regarde des documentaires, je fais machin. Tout ce que je découvre, je dis, waouh, c'est ça en fait. Et donc, du coup, tu dors pas bien. T'es là, faut que j'écrive ça, faut que j'en parle. Mais comment ils peuvent faire ça? C'est dingue. Donc, t'es pas tranquille. Alors, les imbéciles sont heureux. Tu vois, ils sont là, ouais, ben tranquille. Ce qu'on raconte. Tu vois, c'est. Je comprends pourquoi les gens sont torturés, les artistes qui sont allés plus loin, qui sont torturés. Je comprends. C'est pour ça que maintenant, on dit aux gens, parlez. Tu vois. Je vais plus dire, non, si tu t'envoies en l'air, t'es con, c'est pas bien. Non, t'es dans le mal et je peux comprendre que voilà, mais parle-en. Tu vois. C'est. Ouais, voilà mon côté. Les gens vont souvent découvrir mon côté un peu plus sombre, mais. Dark. Ouais, mais. Dark bucolé. Le bucolé qui est là, il fait ses parents. Ouais, t'es sérieux, frère? Le prochain. Mais je pense que c'est important aussi, je pense. Tu vois. Très important. Donc. Je pense que ça parle à beaucoup de gens. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment. Merci Fred. Merci à toi Céline. C'était très très bien. Franchement, je rentre là et je vais écrire un scénario sur un mec qui se confie. Tu m'invites au spectacle, hein, je vais voir ça. Mais en tout cas, top. Merci à toi. J'espère, en tout cas, moi, l'objectif, c'était vraiment de vous montrer un petit peu plus qui est Frédéric Bucolé. J'espère que vous avez pu voir cet homme au-delà de l'artiste et que maintenant, si vous allez sur Billet Event ou je ne sais quoi pour prendre une place pour son spectacle, qui est le 10 novembre, comme on n'en a pas parlé, c'était pas le but, mais qui est le 10 novembre à venir. En tout cas, si vous écoutez cette vidéo avant, j'espère que vous viendrez aussi parce que cet homme vous aura touché, vous aura parlé, que vous sentez qu'il y a un petit lien avec vous et que vous aimeriez voir ce que ces messages donnent sur scène du coup. Merci à toi. Merci à toi Céline. Et 10 novembre 2024 à 20h. Je serai là. Moi, j'ai pris la première place du balcon en haut pour te voir vraiment dans toute ta grandeur. Gang, la pression. Merci. Merci à toi, franchement.